Madame la Présidente, mesdames les rapporteurs, mesdames, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation et pour l'attention que vous avez pu porter à notre étude, mais plus globalement pour l'attention que vous allez porter à la santé des femmes du Caire. Enfin, vous l'avez dit, Madame la Présidente, en introduction, elle représente entre 70 et 90% des personnels qui prennent soin des Françaises et des Français au quotidien, et qui mécaniquement, à travers leur implication dans le service public de santé, participent à la cohésion nationale et à un sujet qui est un sujet de préoccupation majeure de nos concitoyens, qui est l'accès à la santé. Et donc on sait très bien, des études le prouvent, et on y reviendra, que des professionnels de santé en bonne santé prennent mieux en charge leurs patients, l'inverse étant exact également. Il est intéressant de s'intéresser à leur état de santé. Alors, enfin, je vais rentrer un peu directement dans le vif du sujet. Vous avez déjà planté le décor. Oui, l'état de santé des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, ou plus largement dans le secteur du Caire, est préoccupant. Voire très préoccupant. Je pense que préoccupant est encore un euphémisme quand on regarde les indicateurs qu'on peut ressortir des différentes études dont on va être amené à parler. Alors moi, je vais axer mes propos sur une population en particulier, qui est celle des hospitalières, parce que la mutuelle que je représente protège les agents du service public hospitalier, et donc mécaniquement on a une visibilité particulière sur cette population-là, et donc mon propos ne traitera pas d'autres populations comme les aides à domicile, où là pour le coup j'ai pas de données à vous partager, et donc ça mériterait peut-être d'être creusé avec des acteurs complémentaires. Alors, pour nous, vous l'avez rappelé, hein, la santé au travail, vous avez rappelé l'étude de l'ANACT et l'étude de la DARES. L'hôpital, en réalité, c'est un miroir grossissant de la société sur les difficultés de santé que peuvent rencontrer les femmes au travail. Et sur, vous l'avez dit, la sous-évaluation, ou en tout cas le manque de considération qu'il peut y avoir aux risques spécifiques auxquels elles peuvent être exposées dans le cadre de leur exercice professionnel. Au-delà de ça, si on note des différences dans les études qu'on mène sur l'état de santé entre les femmes hospitalières et les femmes actives en général, il faut bien prendre en considération qu'on a aussi des inégalités de santé au sein même de la population féminine à l'hôpital. La réalité de la santé d'une médecin n'est pas la même que la réalité d'une femme qui est aide-soignante, n'est pas la même que la réalité d'une femme qui est infirmière, qui est agent de service hospitalier, ou qui est agent administratif. Et donc c'est avec cette complexité-là qu'il va falloir regarder les choses. Et on va voir que si des études scientifiques traitent du sujet de la santé des médecins, et même si c'est encore parcellaire à ce stade, la santé de certaines professions comme les aides-soignants, comme les agents de service hospitalier, sont à peu près complètement inexplorées par la recherche scientifique, et donc manquent totalement de données objectivées sur leur état de santé. On y reviendra. Alors, vous avez cité l'observatoire qu'on a été amené à publier avec l'Institut Odoxa et le Figaro. Bon, je vais revenir sur quelques enseignements clés. Hein. Déjà, 2 enseignements généraux qui concernent à la fois les hospitalières et les hospitaliers. Quand on interroge la population hospitalière sur leur appréhension de leur propre santé, avec le biais que peut représenter un sondage, mais en tout cas c'est une interrogation qu'on leur a adressée, un quart des hospitaliers se déclarent être en mauvaise santé. Et quand on les met en miroir avec la population active, c'est 2 fois plus que la population active. Quand on demande à un panel représentatif d'actifs de nous dire dans quel état de santé ils se trouvent, ils sont que 13% à nous dire qu'ils se sentent en mauvaise santé, contre 25%, enfin 24% pour les hospitaliers. Et quand on interroge des populations plus spécifiques, on voit que le risque augmente. La population aide-soignante nous déclare être à 1/3 en mauvaise santé, donc c'est au-delà de la moyenne des hospitaliers. Donc vous voyez, plus on descend, je parlais tout à l'heure des inégalités socio-professionnelles qu'on va pouvoir retrouver à l'hôpital, on le retrouve dans les données quand on explore des questions plus spécifiquement avec certaines populations. Ils sont plus de 70% à nous dire que leur métier est fatigant, c'est 25% de plus que la moyenne générale. Et là encore, quand on regarde les différentes professions et qu'on interroge la population, encore une fois, aide-soignante, on n'est plus à 70% qui nous disent que leur métier est fatigant, on approche les 90%. Et donc on voit bien que là, on a une réalité qui est différente et diverse en fonction de la population interrogée. Alors si on fait un zoom sur les hospitalières, et qu'on les met en regard des actifs en général, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous l'avez dit, 73% des hospitalières qu'on a interrogées déclarent que leur travail a un impact négatif sur leur état de santé. C'est 36 points de plus que les actives en emploi en général. Elles sont 82% à nous dire qu'elles sont victimes ou ont été victimes d'incivilité, d'agressivité et de violence au travail. C'est 2 fois plus que les actives en emploi en général.
Donc on a vraiment des indicateurs très clairs sur le sujet. Et quand on les interroge sur est-ce que l'impact de votre travail sur votre santé vous amène à réfléchir sur votre parcours professionnel, elles sont 60% à nous dire qu'elles ont envisagé de quitter leur travail à cause de l'impact que ça a sur leur santé. Et quand on voit la réalité de la composition démographique des professions de santé composées très majoritairement d'effectifs féminins, et qu'on voit qu'on est à des proportions telles qu'elles sont plus de la moitié à envisager de quitter leur métier à cause de l'impact qu'il a sur leur santé, on a des interrogations à avoir quand on compare ces 20% de plus avec les actifs en emploi en général, toute population confondue. Alors moi je vais pas faire une longue litanie de chiffres, mais je tiens à votre disposition tous les chiffres de l'Observatoire et les analyses qu'on peut être amené à faire sur les différentes questions qu'on a pu être amené à poser. Je vous les adresserai si vous le souhaitez a posteriori de notre réunion. Nous, on a essayé de regarder, finalement, c'est intéressant des sondages, mais ça présente un certain nombre de biais. On a essayé de creuser un petit peu ce que la littérature scientifique pouvait nous dire sur l'état de santé de cette population-là, en partant du principe que si elle déclarait être en mauvaise santé, il était possible qu'on retrouve dans la littérature scientifique des éléments qui corroboraient les constats qu'on était amené à faire via des sondages. Alors là, on a été un peu étonnés. Enfin même grandement étonné. Donc on a missionné notre fondation d'entreprise pour mener ces études bibliographiques, et en réalité il n'y a quasiment aucune étude sur la population professionnelle de santé qui existe. Il y a quelques études à l'international qui commencent à dater un petit peu, que sur la population féminine à proprement parler, la santé des femmes de santé. On a quelques études, notamment une étude à Taïwan sur la question du cancer des médecins. On a eu une étude américaine sur la surexposition au burn-out. On a quelques publications, mais en réalité rien de bien étayé quand on compare à d'autres populations exposées à des risques particuliers. Et ce qui nous interroge, c'est-à-dire que les professionnels de santé sont toute la journée en train de produire avec leur équipe hospitalière universitaire des études sur l'état de santé de différentes populations, et sur ces populations-là, on sèche un petit peu. Alors, les quelques études qui existent corroborent ce qu'on peut noter dans les observatoires qu'on est amené à faire. Mais en réalité, on retrouve les mêmes problématiques socio-professionnelles, c'est que plus on essaye de creuser certaines strates professionnelles de l'hôpital, moins on trouve d'études. Il y a quelques études sur la population médicale, les internes. Il n'y a quasiment aucune étude sur la profession infirmière. Il n'y a absolument aucune étude sur les aides-soignantes. Et je ne vous parle même pas des agents hospitaliers, des agents de services hospitaliers, etc., etc. Donc ça nous a amené à réfléchir sur le sujet et à se dire qu'en fait, il fallait peut-être étayer et accompagner la recherche sur ces sujets, et ce qui nous a amené dernièrement à publier un appel à manifestation d'intérêt commun entre notre fondation et l'adresse, pour que des équipes hospitalo-universitaires puissent croiser deux bases de données, l'INSEE et le SNDS, pour mener des études exploratoires sur un certain nombre d'items, dont la santé des femmes de santé, pour essayer d'étayer avec des données, scientifiques à proprement parler, avec la réalité des chiffres de ce qui va pouvoir sortir de la base SNDS notamment. On va essayer de sortir un petit peu, est-ce que les constats qu'on est amené à faire dans les sondages et dans les quelques études qui peuvent être publiées, soit spécifiquement sur quelques professions de santé, soit sur la population générale, sont cohérentes avec ce qu'on peut constater vis-à-vis d'une population spécifique qui est celle des professions de santé. Et là encore, si jamais ces revues bibliographiques vous intéressent, on peut les mettre à votre disposition. Elles ont déjà été rendues publiques et on peut vous les adresser si vous le souhaitez, pour avoir un peu un état des lieux sur quelques items, la dictologie, la santé mentale ou encore la santé des femmes de santé, les résultats des quelques études qu'on a pu être amenés à constater. Alors, maintenant qu'on a dit ça, finalement, on est sur un tableau assez pessimiste ou assez négatif. C'est dommage de commencer une journée comme ça, mais qui pointe un élément, c'est qu'en fait le temps du constat est un peu dépassé aujourd'hui, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on agit efficacement pour améliorer la situation. Nous récemment on est en train de produire un ouvrage là qui vous sera adressé à l'été à peu près, où on est allé interroger une douzaine de professionnels LES de santé avec la diversité des métiers à l'hôpital pour leur demander, pour les interroger. Donc c'est un cahier d'interview que vous allez recevoir de personnels qui vivent l'hôpital au quotidien. Et en réalité, leur parole que je relaye ici, c'est de nous dire que finalement tout ça on le savait,
c'est peut-être pas étayé, ça mérite peut-être d'être précisé. Enfin, on y reviendra, vous y reviendrez peut-être tout à l'heure dans vos propos. Ça mérite des éléments complémentaires, mais que tout ça, on le sait. Maintenant, la question, c'est l'attente des professionnels d'action véritable et d'une véritable politique publique, en réalité, d'amélioration de leur état de santé. Et ça, nous, à la Mutuelle, vous avez dû le recevoir il y a pas longtemps. On a produit quelques propositions sur le sujet de la santé des professionnels de santé. Vous avez peut-être dû le recevoir, il me semble, la semaine dernière. Et si jamais vous souhaitez qu'on vous le réadresse, je vous le réadresse sans difficulté. On essaye de mettre sur la table, justement, comment pourrait se structurer cette politique de santé pour les hospitalières, en tout cas pour la population qui nous concerne. Parce qu'on ne pourra pas compter indéfiniment sur leur résilience incroyable et incontestable. Aujourd'hui, on travaille dans des conditions assez particulières avec un faisceau de déterminants qui aboutit à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une pluralité d'initiatives qui sont déjà en place. En réalité, quand on va fouiller un peu à l'hôpital et qu'on essaye d'interroger les hospitaliers sur les initiatives qui sont prises pour améliorer la santé des professionnels, il y a déjà des initiatives. L'hôpital n'est pas muet sur le sujet. La question centrale qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de priorité fixée sur les actions qu'il faut mener. C'est-à-dire quels sont les 3 ou 4 sujets prioritaires qu'il faudrait mener sur la santé des femmes hospitalières. Est-ce que c'est le cancer du sein et de l'utérus et du coup la question du travail de nuit ? Est-ce que c'est la grossesse et l'incidence du travail sur la grossesse? Est-ce que c'est l'endométriose? Est-ce que c'est des pathologies partagées entre les femmes et les hommes, etc., etc. Est-ce que c'est la santé psychologique? Bref, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir et d'avoir une politique publique qui est tournée très, très clairement sur l'action, sur quelles sont les 4-5 priorités que vont se fixer l'ensemble des acteurs pour essayer d'arrêter la déperdition d'énergie qu'on peut constater un peu partout, qui est que tout le monde fait un peu une initiative dans son coin et qu'en réalité on n'a pas de direction commune sur lesquelles l'assurance maladie, les complémentaires santé, les employeurs, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics orientent l'action pour essayer d'analyser un état des lieux, mener des actions, expérimenter et analyser l'impact qu'on peut avoir. Ça, pour ça, nous, on appelle à ce qu'on ne crée pas des nouveaux outils. Il existe déjà des outils, j'y reviendrai pour terminer mon propos introductif avant qu'on puisse passer à la suite des interventions. Mais en réalité, il y a déjà des outils qui existent à l'hôpital et qui peuvent être utilisés au service de cette politique de santé. Nous, globalement, quand on regarde, et c'est l'objet de la documentation qu'on vous a produite, nous, on appelle à ce qu'il y ait 4 priorités qui soient fixées. La première, c'est, j'y reviens, la recherche, qui a eu un vrai effort fait sur la recherche, non pas pour reconstater que les hospitaliers vont mal, mais pour comprendre quels sont les déterminants sur lesquels on peut prioritairement agir. Typiquement, est-ce que le cancer du sein, on sait, les études internationales nous démontrent qu'il y a un sur-risque d'être diagnostiqué tardivement pour les femmes de santé. Est-ce que c'est corroboré par de la recherche qui nous indique que oui, les femmes de santé sous-consomment les politiques de prévention de l'assurance maladie en matière de dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans? Si oui, comment on fait pour que tous les acteurs adressent des éléments sur le sujet? Donc ça, c'est le premier élément, c'est la recherche. Le deuxième, vous en avez parlé, le virage préventif. Je pense qu'il faut aller plus loin que la LFSS telle qu'elle a été définie pour 2023. Elle enclenche le virage préventif. Il faut aller plus loin à travers une vraie politique de prévention et des dispositifs qui facilitent la prévention au travail. Et ça, on a un vrai sujet de complémentarité, assurance maladie et complémentaire santé sur le sujet. On a un troisième sujet qui est, et je vais y revenir sur la santé des hospitalières à proprement parler, et la quatrième priorité pour nous qui est commune aux hospitalières et aux hospitaliers, qui est leur santé psychologique. Et là, nous, le constat, c'est que on est en surconsommation, mais je pense que Madame Cornibert pourrait y revenir plus précisément que moi, parce que c'est un sujet qu'elle regarde avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous, en termes de consommation de soins, on note sur la santé psychologique qu'on a une surconsommation, une explosion de la consultation, des consultations de psychologues, des hospitalisations en psychiatrie, etc., sur la population qu'on couvre versus la population générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Finalement, on peut utiliser déjà ce qui existe. On a parlé des campagnes de dépistage aujourd'hui. Nous, on suppute qu'il puisse y avoir une sous-consommation des campagnes de dépistage. Donc, la question du aller vers les professionnels de santé, et on parle notamment des professionnels de nuit, est un vrai sujet. Comment on met en place une action qui permet de promouvoir les campagnes de dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, etc., vis-à-vis de populations qu'on sait être surexposées à ce risque. Vous avez les plans égalité femmes-hommes aujourd'hui qui sont en cours de déploiement à l'hôpital public, qui peuvent être de véritables outils dans lesquels on peut traiter de la santé. Alors soit par un prisme parcours professionnel, soit par un prisme de moment de vie.
Typiquement, les plans égalité femmes-hommes peuvent traiter du sujet de la grossesse, du moment de la grossesse, son impact sur l'évolution professionnelle. On peut très bien envisager qu'on puisse traiter de la prévention santé de la femme enceinte dans ces plans-là, au travail, et faire en sorte que le travail des femmes de santé ne soit pas un obstacle à leur projet familial, ou en tout cas à leur santé et à celle de leur enfant à naître. Ce qui est un vrai sujet aujourd'hui. Typiquement, le même sujet sur l'endométriose, même sujet sur la survenance d'un cancer. La question de la prévention, du maintien dans l'emploi et du retour à l'emploi sont des sujets qui peuvent être traités par le prisme santé dans les plans égalité femmes-hommes. Et on a d'autres outils, et je terminerai par là. Par exemple, le document unique des risques professionnels, d'évaluation des risques professionnels dans les établissements de santé, qui est aujourd'hui encore malheureusement, c'est pas le cas partout, mais beaucoup vécu comme un document administratif, peut être un vrai outil dans lequel on peut avoir une approche genrée des risques professionnels, objectiver les risques en fonction du sexe et de la population professionnelle qui est exposée. Je pense qu'on pourrait y revenir au cours des débats. Pour le coup, il y a des établissements qui s'en sont saisis de ces deux plans, des établissements hospitaliers qui sont en pointe sur ces sujets, et je pense qu'il y a une maturité aujourd'hui, en tout cas il y a une prise de conscience que ces documents, au-delà d'être des documents obligatoires, doivent être des documents mis au service de l'amélioration de l'état de santé et plus globalement de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposées les femmes de santé. Voilà, moi je suis à votre disposition pour répondre à vos questions après les différentes interventions, et puis je vous remercie une nouvelle fois de l'attention que vous pouvez porter à ce sujet. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Monsieur, je vous remercie de votre invitation. Alors la demande qui m'est faite aujourd'hui est de présenter des recherches sur les temps de travail atypiques, notamment sur le travail de nuit. Pourquoi ? Parce que ces temps de travail atypiques ne sont pas anodins, ils ne sont pas sans risque sur la santé, parce qu'ils sont fréquents, voire habituels dans les métiers du care, notamment du soin, et parce que ce secteur est fortement féminisé. Donc c'est donc par cette porte d'entrée, celle des horaires, que je vais aborder la santé des femmes dans les métiers féminisés lors de cette table ronde. La santé, mais également le travail qu'elles font dans les services et qui leur permet de préserver leur santé. Je précise que le point de vue adopté dans mon propos liminaire se place d'une part dans le cadre d'une expertise collective menée à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, entre 2012 et 2016, avec 17 autres experts, dont Florence Chappert, que vous avez accueillie il y a quelques semaines, je crois, ici, au sujet des risques sanitaires liés au travail de nuit. D'autre part, le point de vue adopté dans ce propos liminaire se place également dans le cadre de mes activités de chercheuse en ergonomie. C'est-à-dire en fait dans le cadre de recherche-action que je mène dans les situations de travail, en contexte, avec des analyses ciblées, qualitatives, qui visent à repérer et à comprendre les réalités du travail et ses exigences, et ce, donc dans le secteur du care, depuis le début de ma carrière, notamment dans le secteur hospitalier. Alors tout d'abord, le travail de nuit des femmes, le poids des horaires sur la santé. Peut-être quelques définitions. Définir d'abord ce que sont les horaires atypiques. Donc ce sont des horaires en fait qui renvoient à une multitude de réalités qui passent par le travail tôt le matin, tard le soir, la nuit, mais également par le travail du samedi, du dimanche, par le travail, les longues journées de travail, plus de 11 heures, plus de 12 heures, ce qui arrive souvent. Les 2-12 dans le secteur hospitalier ont beaucoup de succès, mais également les horaires imprévisibles. Donc un ensemble de réalités en fait sont englobées par ce terme très général. Autre définition, celle du travail de nuit, qui est donc une des formes de temps de travail atypique. Il est défini donc dans le Code du travail comme tout travail accompli entre 21h et 6h du matin. Cette période légale du travail peut être remplacée par une autre période négociée et définie par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise, ce qui est souvent le cas, incluant obligatoirement la plage comprise entre minuit et 5h du matin. Alors les données, les données à disposition concernant le travail en horaire atypique. Alors j'ai cherché les études en fait qui alliaient horaire atypique femmes et secteur du soin. Juste rappeler peut-être une étude que vous devez connaître de la DARES uniquement sur le travail de nuit, qui a été publiée il y a quelques temps mais qui me semble intéressante en 2014, qui montre en fait sur des données de 2012 que 15% des salariés travaillaient la nuit en 2012, donc ça fait à peu près 3,5 millions de personnes. Cette étude de la DARES montre que le travail de nuit se cumule avec d'autres formes d'horaires atypiques, des horaires alternants, des horaires variables d'une semaine sur l'autre, du travail du soir, du travail de fin de semaine. Et cette étude montre également que les métiers du care, du soin, font partie des 5 familles professionnelles comptant le plus de travailleurs de nuit. Ils identifient en fait les conducteurs de véhicules en premier, les policiers et les militaires, puis viennent ensuite les infirmières et les aides-soignantes. Au niveau des personnes les plus concernées par ces horaires particuliers.
Plus récemment, une autre étude de la DARES, qui a été publiée donc en 2022, sur des données 2017-2019, analyse les temps de travail par métier. Et elle nous apprend donc que parmi les infirmières et les sages-femmes, 22% d'entre elles travaillent la nuit. Elles travaillent également le samedi et le dimanche, je ne présente pas les chiffres peut-être dans le détail. Et parmi les aides-soignantes, 15% également travaillent la nuit, sachant que bien sûr, vous l'avez dit, hein, la majorité, 91% d'entre elles, sont des femmes. Alors la question du travail de nuit et des liens avec la santé a été abordée dans la littérature scientifique depuis assez longtemps. Hein. On a des travaux depuis un certain temps qui nous montrent qu'en effet le travail de nuit a des effets sur la santé. Pourquoi ? Parce que travailler la nuit perturbe l'alternance veille-sommeil et désynchronise nos rythmes biologiques, notamment ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes qui ont une période sur une journée de 24 heures. Ces rythmes-là, ils sont contrôlés par une horloge interne au cœur de notre cerveau qui règle toutes les grandes fonctions de notre organisme et qui chaque jour en fait est remise à l'heure. Elle est remise à l'heure, cette horloge, d'une part par l'alternance de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit, et elle est remise à l'heure également par des repères temporels de la vie sociale. Les heures d'ouverture des crèches, des écoles, des commerces, les heures du repas, etc. Or, la situation de travail de nuit provoque un conflit en fait entre ces différentes temporalités, puisqu'elle oblige les travailleuses, en l'occurrence de nuit, à dormir pendant leur journée biologique et inversement à être actives pendant leur nuit biologique. Et c'est cette désynchronisation biologique des rythmes associée à une dette chronique de sommeil due au travail de nuit qui provoque des effets sur la santé. Alors les conclusions de l'expertise collective de l'ANSES dont je vous parlais mettent en évidence des effets avec différents niveaux de preuve. Je vais passer assez vite. Un niveau de preuve avéré, qui est le plus haut niveau en fait, qui montre que le travail de nuit a des effets sur la somnolence, sur les troubles du sommeil et sur le syndrome métabolique. Des effets probables sur la santé psychique, vous parliez d'anxiété, de dépression, de burn-out, sur les performances cognitives, sur l'obésité, la prise de poids, le diabète et les maladies coronariennes, et des effets possibles sur l'augmentation des lipides dans le sang, l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux. Ça ne fait pas rêver. Alors, considérant le cancer, puisque c'était un peu la demande, l'expertise conclut à un effet probable du travail de nuit sur le risque de cancer. Et plus particulièrement, du coup, je voulais vous présenter une étude qui a eu lieu qui est plus récente que le rapport ANSES, qui a été publié en 2018, qui a été mené par Pascal Guénel, spécialiste de ces questions-là, qui d'ailleurs faisait partie du groupe de l'ANSES, et qui apporte cette étude de nouvelles informations sur l'association entre travail de nuit et risque de cancer du sein. Donc cette étude, en fait, réanalyse 5 études qui ont été menées en Australie, au Canada, en Allemagne, en Espagne et en France, qui permettent de retracer l'exposition au travail de nuit de 13 000 femmes, la moitié d'entre elles ayant eu un cancer du sein, l'autre moitié étant saine, en bonne santé. Les analyses qui ont été menées à partir de cette grande base de données montrent premièrement que le travail de nuit augmente de 26% le risque d'avoir un cancer du sein. Second élément important, cette étude montre que le risque augmente chez les femmes qui ont travaillé plus de 2 nuits par semaine pendant plus de 10 ans. Précisons que le CIRC, le Centre international de la recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS, qui avait déjà classé en 2007 le travail posté avec nuit comme agent probablement cancérogène, a conclu en 2019, sur la base d'indications limitées, que le travail de nuit posté non seulement était un facteur de risque du cancer du sein, mais également de celui du cancer de la prostate et du cancer colorectal. Alors concernant le cancer du sein et la question de la reconnaissance, vous en parliez, en effet, vous l'avez rappelé, début février 2023, une infirmière habitant en Moselle qui a travaillé à l'hôpital durant 28 ans a obtenu la reconnaissance de son cancer du sein comme maladie professionnelle. C'est une décision inédite. Jusqu'à cette décision, en fait, de février 2023, et malgré les pathologies associées à ce type d'horaire, il n'y avait pas en France, il n'y avait jamais eu en France de maladie professionnelle reconnue comme étant liée au travail de nuit. Le seul exemple d'une indemnisation obtenue par des salariés liés à cette contrainte du travail nous venait du Danemark, qui a accordé en 2008 des indemnités à 37 femmes atteintes d'un cancer du sein pouvant être liées au travail de nuit, des infirmières également. Ainsi, le cas de cette infirmière française pourrait faire jurisprudence et permettre à d'autres atteintes de cette maladie d'être indemnisées. Les enjeux sont colossaux pour les victimes et pour les employeurs. Alors maintenant, je vais faire un zoom
beaucoup plus près du réel, des réalités des services hospitaliers, des métiers du care, parce qu'au-delà au-delà des déterminants physiologiques du temps de travail, de leurs effets sur la santé, que j'ai étayé et présenté dans la première partie de cette présentation liminaire, il est important quand même de souligner que travailler la nuit à l'hôpital, dans un EHPAD, où c'est pas seulement être bousculé de façon passive par ces rythmes biologiques, c'est aussi pour certaines un choix extrêmement satisfaisant, un sentiment de gagner du temps sur sa vie, un gain financier, une opportunité pour s'occuper de ses enfants, aller les chercher à l'école, les ramener à l'école, les coucher avant de partir travailler. Et aussi, c'est l'opportunité de travailler dans un environnement qui est plus calme, d'apprendre. Et de toute façon, dans ces métiers-là, du care, la question des horaires est une contrainte connue et acceptée dès la formation. Pour d'autres, ou les mêmes personnes, mais à d'autres moments de leur vie, travailler de nuit va être plus difficile, parce que les problèmes de santé vont commencer à apparaître, parce que les enfants vont arriver, et que du coup la conciliation avec la vie personnelle va être plus compliquée. Dans tous les cas, pour tenir l'équilibre entre ces différentes dimensions, les salariés, les personnels soignants vont mettre activement en place dans le réel du travail et dans le réel du hors-travail ce qu'on appelle des processus de régulation qui visent à minimiser les impacts des horaires sur la santé. Et donc c'est ce que je vais un petit peu illustrer, s'il me reste un petit peu de temps. Avec mon regard d'ergonome et les analyses de terrain que je mène dans les services hospitaliers, je vais vous présenter quelques résultats qui montrent que le travail qui est mis en œuvre dans le réel peut être bien différent du prescrit parce qu'adapté à la fois à l'état fonctionnel, l'état dans lequel sont les personnes lorsqu'elles travaillent, la nuit, le matin, tôt le matin ou tard le soir, et adapté bien sûr aux exigences de leur travail et donc à la préservation de la santé du soigné. Alors, premier type de stratégie identifiée dans l'activité de travail, c'est une stratégie qui vise à anticiper et à se réserver des marges de manœuvre pour faire face au mieux aux aléas. Ça, c'est un exemple qui a été... il y a plusieurs études qui ont montré cette stratégie-là, mais un exemple que je vous donne a été mené dans un service de pneumologie, où les infirmières vont s'assurer dès le début de poste que les prescriptions médicales permettent de prendre en charge l'éventuelle anxiété nocturne des patients. En service de pneumologie, il y a beaucoup les patients sont extrêmement... ont des pathologies très lourdes et sont extrêmement anxieux la nuit. Elles vont également s'arranger pour faire la tournée des chambres le plus tôt possible afin de rencontrer un maximum de patients éveillés, et elles vont ainsi se construire une représentation précise de leur état de santé afin d'être en mesure d'anticiper au mieux le déroulement de la nuit en suivant. Un autre résultat sur le réel du travail de nuit concerne le fait de pouvoir transférer certaines tâches, les avancer, les cumuler au cours du poste, même si ça va à l'encontre des prescriptions. Dans un service de réanimation, par exemple, nous avons montré que les soignants avancent un maximum de tâches en début de poste, comme l'étiquetage des bilans sanguins, la préparation des seringues ou le relevé des constantes, parce que prendre de l'avance leur permet d'avoir une vision précise de la charge de travail à venir et de se rendre disponible pour gérer les urgences potentielles et l'augmentation de leur somnolence. Je reviens sur l'idée que ces stratégies fines que l'on met en visibilité, ce sont des façons de travailler qui leur permettent de préserver leur santé, de mieux soigner les patients et donc de préserver leur santé. C'est le lien que vous avez fait également dans votre intervention. Autre stratégie identifiée au niveau du collectif, au niveau du collectif de soignants. Le collectif constitue une ressource capitale pour maîtriser les risques, notamment en situation de travail de nuit au moment du pic de fatigue. Et là, par exemple, dans un service de néonatologie, nous avons montré que lorsque des actes infirmiers nécessitent une concentration maximale à 3 ou 4 heures du matin, systématiquement, ces actes sont faits à 2 personnes ou 3 personnes pour plus de sécurité auprès du patient et pour plus de fiabilité collective également. Et enfin, autre exemple, lorsque le travail le permet, on observe également bien souvent des stratégies de repos, voire de prise de sieste, pour essayer de gérer au mieux la fatigue et la qualité des soins. C'est ce que nous avons montré dans un service de soins intensifs, dans lequel les personnels soignants avaient la possibilité de prendre du repos ou même de faire une sieste, parce qu'il y avait une tolérance, voire des encouragements de la cadre, ce qui est très rare. Et dans cette étude, on montre que si dans 25% des cas, les personnels soignants ne peuvent pas prendre ni repos ni sieste parce que de toute façon la nuit est trop chargée, lorsque prendre une sieste ou une période de repos est possible, dans 16% des cas, alors le niveau de somnolence remonte significativement en fin de poste. Lorsque le poste de nuit dure 12 heures, c'est important, ce qui est un gage de fiabilité, notamment pour la relève, sans parler du gage de fiabilité pour le retour en voiture au domicile.
Enfin, les horaires de travail définissent de fait aussi les horaires du hors-travail, de la vie personnelle, de la vie familiale. Et les études montrent que ces activités de conciliation mises en place pour gérer le travail et le hors-travail sont différentes selon le genre, avec des difficultés majeures pour les femmes. Alors, il existe des travaux dans la littérature depuis longtemps sur le sujet. Ils ont identifié des stratégies particulières, notamment auprès de personnes qui travaillent en 3-8 et en nuit. Ces stratégies se manifestent d'une part par à la maison. Vous parliez de la vie personnelle, de la vie familiale et de ce qui se passe à la maison. Je pense qu'en effet, c'est très important. Des stratégies qui se manifestent par une organisation individuelle très rigide autour de la prise de repas et de la prise de sieste. Et d'autre part, par des accords qui sont trouvés au sein de la famille avec la conjointe et les enfants qui vivent au plus près du rythme du travailleur posté ou de nuit, du père. Alors je parle de père parce que ces travaux portent majoritairement auprès de personnes, auprès d'hommes, une population masculine dans l'industrie. Lorsque l'individu qui travaille en horaire atypique ou de nuit est une femme, alors on n'observe pas du tout les mêmes stratégies de conciliation, pour les raisons qui sont liées aux stéréotypes et aux rôles sociaux induits par le genre. On observe deux types de stratégies. Des stratégies de choix d'horaires particuliers pour être en mesure de s'occuper des enfants en journée ou en semaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des aides-soignantes, des infirmières qui vont choisir de travailler la nuit pour s'occuper des enfants en journée. Bon, comment dans ces conditions trouver du temps pour récupérer ? Autre type de stratégie, on observe pendant le temps de travail, lorsque il y a assez de souplesse dans la situation, une gestion des responsabilités familiales pendant le temps de travail, c'est-à-dire des personnes qui vont appeler à 23h pour vérifier que les enfants sont bien couchés, que le dîner a bien été, qu'il n'y a pas le feu à la maison parce que c'est le grand qui a fait des pâtes. Donc, il y a un auteur espagnol qui parle de double présence dans la sphère personnelle et dans la sphère du travail et qui amène souvent les femmes à une sensation de double absence avec un sentiment d'impuissance dans les deux sphères. Donc on voit aussi en quoi ça peut être source d'épuisement. Alors pour conclure, au niveau des recommandations, là, par rapport aux recommandations qui ont été évoquées avant, donc moi, vous l'aurez compris par rapport aux travaux que je mène, l'idée est plus d'amener des choses au niveau de la prévention primaire et au niveau d'analyse plus contextualisée pour identifier dans le réel les déterminants de la santé au travail. Parce qu'on se rend compte en fait que, par exemple, même avec des mêmes horaires de travail, même dans les mêmes services hospitaliers, dans les réalités, on n'a pas les mêmes choses qui se jouent. Donc l'idée en fait, pour conclure, c'est de faire des études, de poursuivre les études, et c'est ce qu'on a aussi poussé au niveau de l'ANSES, pour rendre visible ces analyses et ces stratégies que les soignants et les soignantes surtout mettent en place pour maintenir cet équilibre. Et à partir de là, moi je propose, en tout cas je vous présente différents niveaux d'action qui peuvent être investigués conjointement, me semble-t-il. Le premier, c'est le travail sur la modification du système horaire. Alors bien sûr, dans le secteur du care, supprimer le travail de nuit, c'est pas possible. Ceci étant, on a quand même... Il y a beaucoup on peut mener des réflexions sur trouver un système horaire qui minimise la désynchronisation circadienne, qui favorise la récupération de la dette de sommeil et qui permette de concilier au mieux la vie perso et la vie professionnelle. Le succès de 2-12 en secteur hospitalier vient de là en fait. Second type d'action, des actions au niveau du travail, des conditions de travail, du contenu de travail, parce que par rapport à l'ergonomie, ce qu'on dit souvent et ce qu'on essaie de faire dans nos interventions, c'est de soigner l'organisation du travail. L'idée, c'est de soigner l'organisation du travail pour soigner les personnes qui travaillent, ici les soignants. Donc dans ces actions sur les conditions de travail et le contenu de travail, il y a beaucoup de choses, je ne vais peut-être pas tout développer, mais c'est en lien avec les recherches que j'ai présentées juste avant. Des choses autour de l'anticipation, de l'augmentation des marges de manœuvre, la question de pouvoir anticiper des périodes de repos, l'importance de soutenir le travail collectif. Quand on voit que dans les équipes de nuit, on vide les équipes de nuit. Dans le secteur hospitalier, c'est quand même la catastrophe, avec dans les EHPAD, n'en parlons pas, et qu'on voit l'importance de la dimension collective la nuit. Donc des actions autour de l'activité collective. Ensuite, toute une série d'actions autour de l'activité de conciliation entre la vie de travail et la vie hors travail. Et enfin, juste peut-être développer un petit peu plus une action, mais je n'en ai pas trop parlé, une action au niveau des parcours professionnels. Il me semble essentiel. Travailler sur les parcours professionnels et sur la gestion des ressources humaines, parce que maîtriser le risque lié aux horaires atypiques, c'est aussi l'envisager sur l'ensemble de la carrière professionnelle, afin d'éviter de maintenir les salariés dans ce type d'horaire de trop longues années.
Dans un contexte d'allongement des carrières dans le cadre de la réforme des retraites, ce dernier levier me semble essentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ces questions. Alors sur le dépistage tardif, c'est une étude internationale, donc ça présente des biais, puisque les campagnes de dépistage ne sont pas tout à fait les mêmes à l'international qu'en France, mais globalement, ça fait la démonstration qu'une femme médecin a 2,64 fois plus de risques d'être diagnostiquée d'un cancer de stade 4 au moment de son diagnostic que la population générale. Parce qu'il y a une participation moindre, en tout cas dans cette étude, on vous la transmettra si nécessaire, il y a une participation moindre aux campagnes de dépistage et donc on se fait dépister à partir du moment où on commence à avoir des problématiques de santé qui s'expriment et donc mécaniquement on se surexpose à un risque de cancer avancé comparativement à la population générale. Est-ce que c'est la question du travail de nuit, de l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce que c'est sur d'autres problématiques? Ça, les études ne le disent pas et c'est bien toute la problématique que j'exposais au départ de mon propos on manque de données un peu plus exploratoires sur les déterminants. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un soignant se soigne moins ou participe moins en campagne de dépistage que la population générale? Aujourd'hui, la littérature est un peu, on va dire, muette sur le sujet et ça mérite d'avoir des études complémentaires qui soient quantitatives et qualitatives. Madame parlait des études qualitatives tout à l'heure sur l'ergonomie au travail et la réalité plus concrète sur le terrain. Effectivement, on va avoir un double regard à mener. C'est un peu l'objet des travaux que va mener notre fondation avec l'adresse pour avoir des études quantitatives sur le taux de recours effectif à ces campagnes. Ensuite, on aura des études plus qualitatives à mener sur pourquoi vous n'y allez pas si jamais on constate. Vous avez une réalité un peu plus malheureuse dont il faut tenir compte, c'est que globalement, les inégalités socio-démographiques ou socio-professionnelles qui s'appliquent à la population générale s'appliquent aussi à la population hospitalière et que certaines catégories professionnelles qui sont plus exposés à des problématiques d'inégalité sociale ou de rémunération ont des préoccupations qui ne sont pas en priorité sur leur état de santé et qui sont sur d'autres problématiques. Et donc on retrouve des biais en population générale qu'on va retrouver dans la population hospitalière. Une aide-soignante, sa principale préoccupation du quotidien, c'est pas son diagnostic du cancer malheureusement, c'est possiblement sa qualité de vie en général, son logement, son transport et son pouvoir d'achat. C'est des vrais sujets sociaux à tenir compte dans le sujet. Après, sur l'analyse en fonction de la taille des établissements et la typologie, non. Les échantillonnages qu'on a ne nous le permettent pas. En tout cas, ce pas des questions discriminantes qu'on pose. On pose la question sur la profession, pas sur la nature de service. Et effectivement, les réalités sont différentes. On parlait de la prise en charge psychologique. On suit avec beaucoup d'attention ce qui peut être fait sur la maison des soignants, sur ce soutien apporté aux professionnels. La réalité du soutien psychologique qui est apporté aux professionnels, c'est pas la même en psychiatrie, où vous avez une culture de la prévention psychologique des professionnels qui est beaucoup plus importante que dans d'autres services. Pardon ? Voilà, exactement. Il y a une culture de la supervision collective ou individuelle qui est beaucoup plus prégnante parce qu'on sait que l'activité a un impact très fort sur la psychologie. Et donc, il y a une diversité et une pluralité dont il faut tenir compte, mais nos études ne nous permettent pas aujourd'hui. Sur la question du manque de personnel, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en réalité. Aujourd'hui, cette question elle est centrale. C'est-à-dire que moins vous avez de personnel, plus vous faites peser de la charge sur ce qui reste, plus vous créez de l'impact du coup mécaniquement sur l'état de santé, plus vous rendez les carrières inattractives et donc moins vous attirez de monde et on est un peu dans le cercle infernal qui fait qu'aujourd'hui qui de l'œuf ou de la poule a généré le problème, ça on ne saura pas, mais en tout cas il y a un vrai sujet aujourd'hui démographique et c'est pas que sur la population médicale, c'est sur toutes les professions avec un vrai sujet de re-rendre, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, la question du sens, mais remettre aussi un peu de positif dans la façon dont on traite la question hospitalière et la question des métiers du soin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que parler à un jeune du soin quand dans tous les reportages à la télévision, dans les médias qu'il peut consulter sur Internet, on ne parle que du marasme à l'hôpital et que de la situation catastrophique, bien qu'il faille en tenir compte. Le propos, c'est pas de dire qu'il faut le nier, mais on ne rend absolument pas ces métiers attractifs, ou en tout cas, on participe à leur inattractivité. Et donc, il y a un vrai sujet de campagne de promotion de ces métiers-là, parce qu'on ne rendra pas les carrières attractives qu'en ouvrant des places. Il faut aussi qu'il y ait des jeunes pour remplir. On voit des promotions, par exemple, en pharmacie aujourd'hui, qui sont incomplètes. Des promotions infirmières où vous avez 30% de déperdition entre le moment où vous rentrez dans l'école et le moment où vous en sortez, et que ça interroge quand même sur l'attractivité des métiers.
Enfin, sur la mission santé des soignants, oui, on a été interrogé, on fait partie du tour de table sur ce sujet, comme beaucoup d'organisations, et je pense que c'était le propos initial que je tenais, c'est on a besoin aujourd'hui que la pluralité des initiatives qui sont prises par les acteurs associatifs, privés, non lucratifs, publics, etc., soient coordonnées par une vraie politique publique qui donne des priorités, des axes prioritaires et qui mette tout le monde, j'ai envie de dire, dans une dynamique de même sens, qu'on ne soit pas sur des initiatives. Typiquement, Catherine en parlait tout à l'heure sur le soutien psychologique. Aujourd'hui, il y a un besoin qui est criant. Est-ce que c'est le soutien à une initiative qui est portée par la puissance publique, qui peut être opérée par un opérateur associatif, mais qui est généralisée à l'échelle nationale, ou est-ce qu'on va attendre qu'il y ait une démultiplication d'initiatives locales qui va faire que, bon an, mal an, un professionnel, entre son ordre, l'association SPS, la structure, sa complémentaire santé, l'assurance maladie, son établissement, il va possiblement avoir la possibilité d'avoir recours à une structure de soutien psychologique. Donc c'est les axes prioritaires qu'il va falloir définir pour mettre en œuvre et en coordonner tout le monde. Et sur les enquêtes sur le taux d'encadrement, non. Et on n'est malheureusement pas, malheureusement pour votre question, pas la bonne organisation à interroger sur ce sujet. Je pense que c'est plutôt les fédérations hospitalières à interroger sur le taux d'encadrement que nous, parce qu'on n'opère pas nous de soins, donc c'est pas des sujets qu'on est en capacité d'explorer. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à Annick Jacquemet, rapporteur, et peut-être Laurence Rossignol, toutes les deux, si vous pouvez noter les questions, puisqu'on a une deuxième table ronde après. Non, alors juste Annick Jacquemet, et puis on passe. Merci Madame la Présidente. Eh bien, merci déjà à tous les trois pour vos exposés. Donc, je prendrai mes questions dans l'ordre des intervenants. Monsieur Maure, vous nous avez parlé qu'il y avait un nombre conséquent de personnel hospitalier qui avait envisagé de changer de travail. Est-ce que vous avez le pourcentage de ceux qui l'ont fait? Et pourquoi les autres ne l'ont-ils pas fait? Est-ce que finalement, c'est parce qu'ils aiment leur métier? C'est un problème de financement, de courage, un manque d'accompagnement? Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Et vous avez parlé effectivement des incivilités auxquelles ils sont confrontés avec un pourcentage très nettement supérieur aux autres salariés. Est-ce que les autres salariés, vous englobez tous les métiers, ou est-ce que vous avez fait la distinction avec les salariés qui sont au contact du public? Parce que quand on est seul dans un bureau, on a moins de risques. Voilà, est-ce qu'ils sont intégrés dans ces statistiques? Et est-ce qu'à votre connaissance, puisqu'on a beaucoup parlé du dépistage, qui est beaucoup moins bien fait pour les personnels de santé, est-ce qu'il y a des propositions de dépistage qui sont faites en interne, puisque finalement, j'allais dire, ça peut être facilité, et c'est d'autant plus surprenant que finalement, ils sont en contact avec les malades, donc ils voient pour beaucoup les conséquences d'un non-dépistage et d'une prise en charge tardive de ces maladies. Madame Cornibert, je vous remercie d'avoir parlé des vétérinaires, parce que ça a été ma profession toute ma vie, et effectivement je confirme que dans nos métiers il y a énormément de suicides, mais qui s'explique aussi parce qu'on a tous les produits à domicile, donc un vétérinaire qui a envie de se suicider à la facilité technique et matérielle, j'allais dire. Mais effectivement, oui, c'est très connu dans notre profession que c'est une des problématiques. Alors, vous avez parlé de la moyenne d'âge dans la plateforme d'écoute des 43 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Est-ce que vous avez analysé pourquoi c'est autour de cet âge-là, ou c'est cette moyenne-là qui ressort? Et on a parlé, monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de la poule et de l'œuf. Je poserai la même question entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que ce mal-être dont vous avez parlé, en énumérant tout le contexte environnemental, aussi bien la guerre, la crise, les gilets jaunes, l'essence, et puis la perte d'envie, l'anxiété due à l'environnement, finalement, est-ce que qui influence sur l'autre? Est-ce que c'est la vie perso qui influence sur la vie professionnelle, ou est-ce que c'est la vie professionnelle qui influence sur la vie perso, ou est-ce que c'est un mix des deux? Enfin, est-ce qu'on a pu identifier voilà, quelle est l'origine? Et puis, Madame Barthes, vous avez pas mal parlé du travail atypique.
notre organisation du travail fait qu'il faut des personnes qui travaillent le jour, la nuit pour beaucoup, pour les continuités de soins, etc. Est-ce que vous avez des préconisations à faire? Est-ce que c'est une question de durée? Vous avez parlé de 10 ans par rapport à l'impact sur le cancer du sein. Alors, est-ce qu'on a des chiffres qui pourraient orienter pas plus de X années, pas plus de X jours, pas plus... enfin, voilà. Merci. Merci. Et donc, une dernière question avec la rapporteure Laurence Rossignol. D'abord, je voulais présenter mes excuses à nos intervenants d'être arrivés autant en retard. Et franchement, la seule bonne raison que j'ai à donner, c'est que d'habitude, c'est 8h30. Et que j'ai pas observé que cette fois-ci c'était 8 heures par une espèce de reproduction mécanique de mon emploi du temps du jeudi matin. Voilà. Donc je risque de faire deux remarques. D'abord sur les soignants, enfin sur les problèmes de personnel. Juste pour vous dire que le Sénat a voté il y a peu de temps une proposition de loi sur les ratios patients-soignants. Voté à l'unanimité cette proposition de loi et qu'on avait à ce moment-là, dans les travaux préparatoires à l'adoption de la proposition de loi, bien identifié tous les mécanismes d'éviction et de fuite des hôpitaux qui concernaient l'ensemble des personnels soignants et hospitaliers. Et qu'on déplore que cette proposition de loi ne soit pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale comme ça devrait l'être, parce qu'on peut toujours se poser la question effectivement sur la poule et l'œuf, mais on aurait quand même déjà un début de réponse si on donnait aux soignants un cadre de travail qui soit un travail sécurisant sur les années à venir. Puis après on pourrait se poser la question de l'œuf. On veut bien commencer par quelque chose, et commencer par un bon ratio patient-soignant permettrait déjà d'y voir beaucoup plus clair. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, concerne les suicides, mais peut-être, comme j'arrive en retard, j'ai raté la réponse à la question, et j'en suis désolée si c'est le cas. Sur le taux de suicide chez les soignants, toutes professions confondues, est-ce que vous avez donné la statistique genrée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prévalence des suicides chez les femmes par rapport aux hommes, tout en sachant, et par type d'activité, de profession, en sachant que certaines professions sont infiniment plus féminisées que les autres. Voilà. Et par ailleurs, merci Madame Bard d'avoir insisté sur le fait que les femmes qui travaillent de nuit conservent totalement la charge mentale de la vie domestique, et que le travail de nuit, c'est la triple journée en fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse vous organiser en sachant qu'on a une autre audition derrière à 9h30. Donc, si vous pouvez être concis, mais n'hésitez pas à répondre aux questions également du questionnaire que vous aviez reçu. Si vous souhaitez nous adresser des mails complémentaires, ils seront les bienvenus. À vous, Madame Barthes. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Merci. Par rapport à votre question, Madame Jacquemet, comment diminuer l'impact des horaires dans un cadre comme ça où il y a une continuité 24/24 des soins, justement les actions, en fait, en tout cas que je propose, sont des actions plus contextualisées, plus au niveau de la situation de travail, parce que on se rend compte que lorsqu'on accompagne les établissements, les services sur un changement d'horaire, et qu'ensuite, bien sûr, le changement d'horaire, c'est une porte d'entrée, en fait. Et qu'ensuite, on travaille la question de la coordination entre les médecins et les personnels soignants, qu'on travaille la question des flux patients, qu'on travaille la question du temps passé auprès du patient. Voilà, c'est des choses qui permettent aussi de reprendre un peu le pouvoir sur le travail et de préserver sa santé. Enfin, c'est vraiment des actions au niveau local, je pense, en tout cas, qui sont importantes à mettre en place. Ensuite, sur votre question sur le chiffre seuil en deçà duquel on n'aurait pas de cancer du sein, on ne l'a pas. On l'a pas. Par contre, il y a il n'y a pas d'études en effet qui montrent que si on fait que 2 ans, si on fait que 3 ans, on a moins de risques. En effet, la durée d'exposition augmente le risque de cancer et des autres pathologies. Par contre, il y a un consensus scientifique qui dit qu'en effet, 10 ans est un seuil maximal. Voilà, concernant le travail de nuit. Je ne
sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais essayer de faire très rapide vu la contrainte horaire. Sur la première question qui est celle du changement de carrière professionnelle, alors je ne vais pas pouvoir étayer plus que ça les propos. Je pense qu'il y a d'autres organisations qui seront plus à même de le faire, les ordres notamment, qui peuvent avoir une vision sur l'installation ou le parcours professionnel au sein de la profession, et puis Pôle emploi ou des organismes tels que Pôle emploi qui peuvent avoir une incidence sur quel est le changement de métier vers lequel se dirigent les professionnels. Nous, en tout cas, on sait qu'elles ont une volonté de changer. De là à combien passe le pas, le taux de rotation des effectifs de la fonction publique hospitalière, je crois, est à peu près 8%, avec beaucoup de plus en plus de contractuels, donc il y a un vrai sujet, mais je n'ai pas la donnée. Sur les incivilités, alors effectivement, on a pris un panel représentatif des actifs en emploi, donc mécaniquement dedans, il n'y a pas que des personnes qui sont concernées par l'exposition à du public. Il n'empêche qu'on n'a pas interrogé que sur les violences auxquelles on s'expose du fait du public. C'est les violences du fait du public, mais c'est aussi les violences au sein du travail. Et on sait que les violences que subissent les soignants ne sont pas uniquement que des violences issues des patients. Il y a aussi une violence inhérente au métier avec qui vous êtes, pour lequel vous êtes confronté au quotidien à des difficultés sociales, à la mort, à la tristesse, à des émotions tristes et à des situations compliquées. Donc il y a un vrai sujet, et donc cette violence, elle est au global. Sur les dépistages, je vous suis, effectivement, il y a une possibilité d'avoir recours en interne à du dépistage. La question, et c'est la même pour la santé psychologique qu'a soulevé Catherine tout à l'heure, est-ce qu'un soignant veut se faire diagnostiquer de son cancer par le praticien avec qui il déjeune tous les jours au self? C'est idem sur la médecine du travail, c'est idem sur le soutien psychologique. Est-ce qu'on veut démontrer sa pathologie sur le sujet, et ensuite, sur son lieu de travail? Donc il y a un vrai sujet de coordination. Et puis par ailleurs, cet accès direct à du dispositif qui vous permet de faire du diagnostic, il est très inégal dans la fonction publique hospitalière. Il y a 20% des effectifs qui travaillent en structure médico-sociale. Il n'y a pas de plateau technique. Donc il y a un sujet d'accessibilité globale aux campagnes de dépistage. Et enfin, je terminerai mon propos là-dessus sur une réaction que vous avez eue, Madame la rapporteure Rossignol, sur la question de la charge mentale. On a un vrai sujet à traiter sur la charge mentale, y compris des femmes en santé, qui est, dans le cadre de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, un vrai sujet de préoccupation, qui est un sujet sociétal, mais sur lequel on a une focale en santé avec 80% de femmes qui ont à supporter, en plus de la charge professionnelle, une charge mentale très forte, issue d'un historique qu'on connaît et qu'on n'aura pas à traiter aujourd'hui vu le temps qui nous est imparti. Je voulais vous remercier et j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous ces résultats concernant la grande distribution alimentaire, et donc vous remercier pour cette invitation. Alors j'ai prévu quelques diapositives. Peut-être vous rappeler ou vous présenter ce qu'on appelle une maladie professionnelle. C'est important pour bien comprendre la suite des résultats. Le terme de maladie professionnelle est défini par la loi et correspond aux conséquences directes de l'exposition d'un travailleur. Merci. À un risque où résultent des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Alors on entend souvent parler des données de l'assurance maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles, qu'on appelle les maladies professionnelles indemnisées et qui font l'objet de tableaux de maladies, ou parfois, lorsque les conditions ne sont pas suffisantes ou qu'il n'y a pas de tableau, il y a un système complémentaire de reconnaissance. Donc ça, c'est des données qui sont assez visibles sur la réparation par les régimes de sécurité sociale. Donc j'ai mentionné la CNAM, mais aussi par exemple la MSA pour le monde agricole. Ça, c'est souvent la face immergée de l'iceberg. Et si on considère toutes les maladies professionnelles, il y a des maladies qui ne sont pas reconnues parce qu'il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles ou qu'elles ne font pas l'objet d'une demande par le salarié de reconnaissance. Et ça représente finalement, on verra par la suite, un corpus important de maladies professionnelles. Alors c'est là c'est justement l'objectif de notre programme de travail à Santé publique France, c'est de surveiller et de rendre visibles ces maladies plus globalement à caractère professionnel. Donc depuis 2003, on a mis un programme en place sur la surveillance de ces maladies à caractère professionnel. Alors la notion de maladie à caractère professionnel a été définie avec la mise en place du premier tableau, donc c'est ancien, ça date de 1919.
Et normalement, tous médecins, et notamment les médecins du travail, doivent déclarer une maladie qui présente, à son avis, d'après son expertise, un caractère professionnel. Donc ça, c'est prévu par le Code de la sécurité sociale. Il n'y avait pas de décret d'application ou de modalité pour, organiser ce signalement. Et donc, le Code de la santé publique a donné la charge à Santé publique France depuis 2003, en partenariat avec l'inspection médicale du travail et les observatoires régionaux de santé, de donc monter ce système de centralisation des données concernant les maladies à caractère professionnel. Alors, quels sont les objectifs de ce programme? C'est bien d'estimer les prévalences de ces maladies chez les salariés. Donc, on organise avec les médecins du travail 2 quinzaines par an, pour justement faire remonter ce type de pathologie. C'est évidemment d'avoir un suivi historique, et c'est très important de contribuer à l'estimation de la sous-déclaration, qui est très importante pour les maladies professionnelles indemnisables, et puis de faire évoluer les tableaux aussi. Et enfin, la finalité de santé publique, c'est bien évidemment d'orienter les politiques de prévention en milieu professionnel. Alors, quelques chiffres sur la grande distribution, pour rappel ou pour présentation. Donc, la grande distribution est définie par l'ensemble des grandes, moyennes et petites surfaces de commerce, de détail et de biens, et évidemment à prédominance alimentaire. Donc, d'après les dernières données que j'ai pu recenser, un peu plus de 44 000 points de vente alimentaires existent sur l'ensemble du territoire, et c'est un gros pourvoyeur d'emplois, puisque selon les chiffres, entre 660 000 et 750 000 salariés travaillent dans ce secteur-là. Comme vous l'avez souligné, ce secteur-là est très féminisé, plus de 60%, environ 60% du secteur comprend des femmes. Et puis, c'est un secteur plutôt jeune, avec une population qui, par exemple, inclut un peu moins de 40% de salariés qui ont moins de 35 ans. Ça a été aussi également souligné, ces salariés, et notamment ces femmes salariées, sont soumis à une multi-exposition, notamment des contraintes biomécaniques, physiques, répétition de mouvements, manutention, organisationnelles fortes, donc avec une fragmentation des horaires du travail, et des contraintes aussi psychosociales très fortes, notamment en termes de management, mais surtout de contact avec le public, avec parfois des tensions, violences avec le public. En termes de maladies indemnisées, c'est un secteur qui est caractérisé par un lourd fardeau, donc une sinistralité assez forte, à la fois en accident du travail, mais aussi en termes de maladies professionnelles. Et enfin, il y a très peu de données d'études épidémiologiques qui s'intéressent en profondeur à ces salariés du secteur. Alors, sur les résultats, je vais me concentrer uniquement sur les résultats qui concernent les femmes salariées, et sans rentrer dans le détail évidemment des résultats, le point important qui me semble à souligner, c'est que les femmes salariées de la grande distribution présentent des troubles musculo-squelettiques de manière plus importante que les autres secteurs. Et ce, pour toutes les localisations. Donc, on va pouvoir regarder le coude, l'épaule, le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, les mains, les poignets, etc. À chaque fois, par rapport à toutes les femmes salariées qui font partie de notre programme de surveillance, les femmes qui travaillent dans la grande distribution ont une prévalence, un taux plus élevé de signalement de troubles musculo-squelettiques. Sur la souffrance psychique, par contre, là, c'est l'inverse. On voit qu'il y a un signalement moins important, mais on sait qu'il y a possiblement un biais de déclaration. En tout cas, le point important qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une souffrance psychique qui est déclarée dans ce secteur-là, et qu'elle est environ égale ou un peu inférieure par rapport à l'ensemble des salariés femmes qui font l'objet d'une surveillance dans le cadre de notre programme. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est d'avoir un focus plus particulier sur les caissières et ce qu'on appelle les employés de libre service. Donc c'est tout ce qui, c'est notamment les femmes qui donc assurent le rayonnage, donc qui remplissent les rayons. Enfin voilà. Et donc quand on regarde plus particulièrement ce type de métier, donc de caissières ou d'employés de libre service, là encore, elles ont une tendance à avoir un risque plus important de TMS par rapport aux autres métiers de la grande distribution.
et par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, au secteur d'activité. Donc ça, c'est vrai à la fois pour les caissières et à la fois pour les employés de libre service. Alors en termes de tendance, c'est ça aussi l'intérêt du programme, c'est que on voit qu'il y a une tendance à la baisse significative de la prévalence des TMS chez les salariés, donc femmes, de la grande distribution alimentaire. Et les hypothèses qu'on a posées, donc c'est une étude qui avait été réalisée entre 2009 et 2016, c'est notamment l'implantation de plus en plus forte de caisses dites automatiques à partir de 2007, qui a un intérêt effectivement pour limiter les TMS, mais qui est, en tout cas, montre par certaines études qu'il y a un report en fait là de pression psychosociale, puisque avant la caissière était plutôt en relation avec le client, et maintenant elle est plutôt en surveillance avec le client, puisque vous savez, sur les caisses automatiques, sur les îlots, elle n'assure plus ce rôle de caissière, mais plutôt de surveillance. Également une évolution des conditions de travail, donc il y a un effort important qui a été fait en termes de limitation du port de charge. Et puis un certain nombre d'actions de prévention qui ont été mises en place, notamment par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par contre, pour la souffrance psychique, ce qu'on voit, c'est clairement une augmentation à partir de 2010. Et ce qu'on prévoit, et ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est une actualisation pour voir si cette tendance se prolonge après 2016. Ma dernière diapositive concerne un peu une ouverture pour... alors aujourd'hui, on va discuter principalement de la grande distribution alimentaire et de l'entretien. Alors on n'a pas fait de travaux malheureusement sur l'entretien, mais j'ai bien noté, ça pourrait faire l'objet, notamment dans notre programme de travail, d'une plaquette ou d'une analyse particulière. Mais il me semblait intéressant aussi d'illustrer avec d'autres travaux, puisque à chaque fois on fait des analyses genrées. Et on a publié récemment une plaquette sur des résultats qui concernent les femmes aides à domicile. Et là, encore une fois, on voit que les femmes aides à domicile, alors pour le coup, de manière caractéristique, sont plus âgées, plus souvent à temps partiel, et elles sont exposées aussi à des contraintes physiques très fortes ou biomécaniques, notamment de port de charge. Aussi, on y reviendra, j'imagine, par la suite, à une exposition à des produits chimiques, donc notamment des agents nettoyants, et puis en contact aussi avec des agents biologiques, puisque souvent elles aident un certain nombre de personnes qui sont atteintes, malades, donc voilà, potentiellement à des agents infectieux. Et elles présentent, encore une fois, plus souvent des affections de l'appareil locomoteur, donc des TMS, des allergies cutanées ou des allergies respiratoires en lien avec les produits, et puis plus fréquemment aussi de la souffrance psychique. La deuxième plaquette qu'on a publiée aussi récemment, et qui va faire écho à la première table ronde, j'imagine, de ce matin, c'est les professionnels de la santé humaine et de l'action sociale. Et là, on retrouve clairement chez les femmes, et là, une tendance vraiment durable et historique, plus de TMS. On voit que c'est un métier vraiment très dur, notamment dans la santé humaine. Également, plus d'irritation et d'allergie chez les femmes salariées en santé humaine. Et puis une forte hausse de la souffrance psychique, on voit bien avec les tensions de l'activité, notamment hospitalière. Comme vous l'avez souligné, on va sortir des résultats avec une profondeur historique de 2012-2018 le 18 avril, donc je ne manquerai pas de vous les faire suivre. Et je finirai juste mon intervention par 2 points d'attention. C'est que souvent, cette inégalité de genre se double par une inégalité sociale de santé, puisque clairement à la fois pour les femmes à domicile, la santé humaine et l'action sociale, et aussi la grande distribution alimentaire, ce sont les femmes ouvrières ou employées qui sont plus impactées que les professions intellectuelles ou cadres. Évidemment, ça se comprend par le métier qu'elles font, mais il y a un vrai gradient social doublé de cette inégalité de genre. Et un point important, puisque ce programme est le seul programme en France qui permet de mesurer, de quantifier la sous-déclaration. Pour vous donner un chiffre qui est assez constant, c'est environ 75% des TMS
qui correspondent à un tableau de maladies de professionnels existants, donc qui pourraient faire l'objet d'une déclaration et d'une réparation, donc ne font pas l'objet d'une déclaration. Donc c'est un chiffre vraiment très important. Et les raisons qui sont souvent invoquées, c'est que souvent le salarié ne connaît pas le dispositif de réparation. Il peut y avoir un refus du salarié pour des raisons qui sont, par exemple, de conserver son emploi et donc de ne pas déclarer la maladie professionnelle, ou pour remplir les conditions du tableau de maladie professionnelle. Par exemple, s'il manque une radio ou il manque un examen médical, voilà, les critères ne sont pas satisfaits et il n'y a pas de réparation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Donc, le deuxième intervenant de cette table ronde est monsieur François-Xavier Deveter, professeur des universités à Lille et auteur d'un ouvrage consacré au métier de la propreté. À vous, cher monsieur. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Non, tout est parfait. J'en profite juste pour un changement de statut où je suis également chercheur membre de l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Voilà, je rends à qui de droit, c'est truc, mais c'est tout récent. Alors effectivement, moi je vais vous parler des métiers de la propreté, et plus spécifiquement du secteur de la propreté, avec peut-être un point de préambule sur l'organisation justement de ces métiers qui sont un peu découpés en deux gros paquets. On pourrait même faire plus de divisions si on le souhaitait, mais entre ceux qui relèvent des prestataires de services, les entreprises de la branche, et puis les salariés qui s'occupent des questions d'entretien, de nettoyage, de propreté, mais au sein d'une entreprise, d'une administration éventuellement qui ne relève pas de la branche de la propreté. Voilà, ces deux paquets importants de salariés connaissent des conditions de travail et des conditions derrière de santé qui peuvent être assez différentes. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer à chaque fois dans le détail de la différence, mais on y reviendra éventuellement sur les questions. Alors, sur le cœur de mon intervention, elle se déroulera en 4 points. Je commencerai par deux brèves illustrations, anecdotes en quelque sorte, mais qui ont une valeur probablement qui va au-delà de la dimension anecdotique. Ensuite, je pointerai quelques chiffres ou quelques données statistiques qui rejoindront largement, peut-être de manière un tout petit peu moins précise, mais qui rejoindront ce qu'a dit Monsieur Boulanger avant. Je m'arrêterai ensuite un instant sur les raisons qui expliquent, selon moi et selon mes collègues qui avons mené ces recherches, pourquoi on en est dans cette situation-là, et je terminerai par quelques pistes éventuellement de réflexion. Alors le premier point, c'est deux anecdotes. La première est la suivante. Ça renvoie à un échange sur les réseaux sociaux entre Philippe Joanny, président de la Fédération des entreprises de propreté, et Alexandre Belliti, chef d'entreprise de ce même secteur. Alexandre Belliti poste un court message sur ses réseaux en disant, je le cite, « Dans la propreté, la pénibilité est forte, dans l'hôtellerie, la pénibilité est très forte. » Le premier, donc Philippe Joanny, lui répond très très rapidement, « Dans la propreté, la pénibilité forte, depuis quand? Vous avez une stat, je suis preneur », suit un smiley interrogatif face à cette position très forte de son collègue. Monsieur Belliti renvoie alors aux publications de la DARES, du ministère du Travail, ce à quoi Monsieur Joanny lui répond que ces statistiques sont contestées par la Fédération des entreprises de la propreté et que, je cite, « Par ailleurs, il n'y a pas de notion de pénibilité inscrite dans la nomenclature actuelle des métiers référencés comme pénibles. » Cet échange nous rappelle combien la pénibilité est une question de convention sociale, de discussion, et une question aussi sociopolitique au-delà d'une stricte observation. Je retiens aussi de ce qui a été présenté juste avant que peut-être que l'on pourrait considérer des métiers à caractère pénible et non pas directement pénible au sens juridique du terme. La deuxième anecdote est la deuxième histoire est celle de Badia, agent d'entretien, 50 ans, depuis 20 ans elle travaille le matin de 6h30 à 9h pour une société et de 14h30 à 20h pour une autre société. Au 31 décembre de l'année dernière, le chantier de la société, la première, celle du matin, est repris par la société de l'après-midi. Un premier problème apparaît, son temps de travail cumulé dépasse le temps plein, l'entreprise ne veut donc pas reprendre intégralement son contrat. Des pressions, des difficultés, elle finit par abandonner une partie de ses heures de travail. Le problème majeur pour nous n'est pas là. Le second problème survient quelques jours plus tard, le 5 janvier. Elle est victime d'un accident du travail. Aujourd'hui, 3 mois après, elle n'est toujours indemnisée que sur la base de son premier contrat de travail, ou juste ce seul contrat de travail, savoir de 2h30 par semaine. Elle est depuis 3 mois à 400 € par mois, alors qu'elle occupait normalement un temps plein. La
prise en charge des accidents du travail par l'assurance maladie dans ce secteur est rendue particulièrement complexe par l'organisation économique du travail et notamment par la sous-traitance. Alors, ces deux histoires, on peut les compléter par des statistiques nombreuses. On l'a évoqué précédemment. C'est comme pour la grande distribution, une difficulté à dénombrer le nombre de salariés. Selon les sources, vous serez de 300 000 à quasiment 800 000. Est-ce qu'on compte des postes? Est-ce qu'on compte des personnes? Est-ce qu'on compte des temps pleins? Est-ce qu'on compte des salariés qui sont là tout au long de l'année? Est-ce qu'on compte des contrats courts? Donc ça renvoie à une précarité forte qui est un défi, y compris aux analyses statistiques. C'est au moins 2/3, si ce n'est plus de femmes, c'est environ 40% d'immigrés, là aussi avec des comptes difficiles et une forte concentration de ceux-ci en Île-de-France. C'est une moyenne d'âge, vous l'avez rappelé, qui est élevée, plus de 49 ans, soit au moins 8 ans de plus que la moyenne des actifs. Toutes les enquêtes statistiques, celles notamment de l'ADARES sur les conditions de travail ou l'enquête Sumer également, renvoient à un état de santé déclaré mauvais, des inaptitudes fréquentes. Selon l'enquête emploi, entre 60 et 62 ans, ce sont 50% des salariés ou anciens salariés de la propreté qui déclarent des limitations pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, contre un peu moins de 30% pour l'ensemble de la population active. Les licenciements pour inaptitude sont fréquents, voire très fréquents. Les nettoyeurs représentent à eux seuls environ 7% des licenciements pour inaptitude, alors qu'ils ne représentent dans la même base de données que 1,7 à 1,8% des CDI. Donc c'est à peu près fois 4. Cette situation s'explique évidemment par une exposition à de multiples mauvaises conditions de travail. On a parlé de polyexposition tout à l'heure, on retrouve exactement la même chose. 96% déclarent des postures debout prolongées, plus des 2/3 des mouvements douloureux, postures pénibles, etc. On peut aligner ici les chiffres qui sont bien connus. Le risque chimique est également très présent, mal mesuré, mais par contre les études épidémiologiques montrent des problèmes respiratoires et dermatologiques largement surreprésentés dans ces populations, sachant que la plupart des études épidémiologiques en la matière sont des études plutôt internationales que dans le cadre français. Mais sur cette question, je pense que ma collègue reviendra de manière bien plus précise et pertinente que moi. Les difficultés sont également d'ordre temporel, des journées hachées, une densité de la journée de travail qui est faible. Juste un chiffre à nouveau, si on rapporte le temps de travail payé à l'amplitude de la journée de travail, donc le nombre d'heures rémunérées au cours d'une journée par rapport au nombre d'heures qui vont entre le début de la journée et la fin de la journée, on est aux alentours de 60%. Vous avez parlé des aides à domicile préalablement, j'imagine, dans la première session. On retrouve la même chose, on est à peu près sur le même taux. On a une journée poreuse, 60% à peu près de la journée de travail en termes calculé comme entre le début et la fin de cette journée ne sont payés. Donc on a une sous-rémunération en quelque sorte de temps dédié au travail qui ne sont pas au sens strict des temps de travail. Les horaires sont atypiques mais sont dans leur immense majorité non dérogatoires, de la même manière que la définition des maladies, la définition de la pénibilité fait l'objet d'une définition juridique. La nuit également, et là ici on a des salariés qui travaillent en horaire décalé, en horaire pénible pour la vie familiale et la santé, mais pas entre minuit et 5 heures du matin, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas de nuit et n'ont pas les compensations adéquates. Les difficultés psychosociales sont également nombreuses. Un isolement, c'est sur le point sur lequel j'insisterai, qui est extrêmement marqué, et un management le plus souvent assez marqué par la discipline. Un dernier risque lié à la santé, qui a un impact important sur la santé, c'est le risque de pauvreté. On est sur des rémunérations horaires faibles, à peu près au niveau du SMIC, un temps de travail qui est à temps partiel. Résultat, on a, selon les sources, entre 1/3 et la moitié des salariés qui sont des travailleuses pauvres. Et l'ensemble des travailleuses de la pauvreté constitue le paquet le plus important de ces travailleurs pauvres. Troisième point de mon intervention, plus bref, pourquoi en est-on arrivé là? J'insisterai sur un point qui joue un rôle particulièrement négatif pour les salariés concernés. C'est le fait qu'elles soient rejetées le plus souvent hors de la communauté de travail du site sur lequel elles interviennent, c'est-à-dire qu'elles sont déléguées, voire reléguées à des prestataires spécialisés. Qui dit prestataire dit une faible marge de manœuvre et l'obligation de faire pression pour les salariés pour retrouver une marge financière. Juste une illustration à nouveau, prenez un bâtiment, 2006, 22h30 en 2006, 22h30 de nettoyage quotidien pour entretenir ce bâtiment. Aujourd'hui, 2023, 12h30
attentes de nettoyage quotidien. C'est une règle assez courante. Voilà, on a, par le renouvellement des marchés, une diminution du volume de travail qui est accordé pour des bâtiments qui, sauf vérification, n'ont pas tendance à se réduire avec le temps. C'est juste un doublement des cadences qui est évidemment pénible pour les salariés. Qui dit spécialisé dit également une absence de diversité des métiers et des tâches, l'impossibilité de reclassement. Lorsque l'on a des TMS, c'est le licenciement pour inaptitude souvent qui s'impose. C'est aussi du coup la peur pour les salariés d'aller voir la médecine du travail. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la médecine du travail n'est pas perçue comme un soutien, et est perçue plutôt comme une autorisation à travailler, c'est-à-dire plus comme un outil de contrôle que d'accompagnement. Évidemment, c'est dit de manière un peu tranchée, il faudrait être plus nuancé. À cette branche, on peut ajouter le fait que son fonctionnement via l'article 7 qui organise les transferts conventionnels fait disparaître la notion d'employeur et fait disparaître la responsabilité de l'employeur, y compris en termes de santé. Dernier point, et ce sera mon mot de conclusion. Quelle évolution, en quelque sorte, percevoir ou envisager? J'en dégagerai 3. On a un enjeu essentiel sur les rémunérations. Et qui dit rémunération dit dans ce secteur, comme dans l'aide à domicile, une question de temps de travail. Je le dirais de manière très simpliste, quand on nettoie, à 28 heures semaine, on est à temps plein en termes d'usure professionnelle. Donc, les calculs ici du temps qui devraient probablement être modifiés. Le deuxième élément sont les conditions de travail au sens propre. Et ici, l'enjeu principal, à mon sens, mais il y en a évidemment d'autres, c'est l'enjeu des cadences. Or, les cadences sont d'une opacité totale aujourd'hui, alors qu'elles sont pour le coup relativement objectivable. Au-delà de 300 mètres carrés à l'heure, on est dans un travail qui n'est pas soutenable. Troisième point, c'est l'exclusion, l'invisibilisation des salariés. Elle pourrait le plus souvent être réintégrée dans la communauté de travail, couverte par la Convention santé-sécurité au travail du donneur d'ordre. Elle pourrait le plus souvent travailler en journée. Elle pourrait également se voir appliquer la Convention collective du donneur d'ordre, comme ça se fait par exemple dans l'intérim, qui n'est pas un secteur particulièrement bien protégé pour autant. Ces transformations concernent donc les employeurs, mais concernent également les donneurs d'ordre. Les pouvoirs publics, à ce titre, représentent environ un tiers du chiffre d'affaires du secteur. On a une circulaire de mars 2022 sur l'achat public responsable, qui est une avancée assurément, mais qui reste peu appliquée et avec peu d'éléments concrets derrière. Pourtant, pour une grosse partie des salariés, ou pour au moins cette partie-là des salariés, les pouvoirs publics sont, en tant que donneurs d'ordre et régulateurs, les détenteurs de l'intégralité des leviers pour changer la situation de ces travailleurs. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir trop exposé mon temps. Parfait. Merci monsieur. Donc, troisième intervenante ce matin, Madame Annie Beaumony, sociologue de la santé et spécialiste des sujets de santé au travail, co-auteur d'un rapport sur l'identification et la prévention des expositions aux cancérogènes dans les produits de nettoyage et qui a également travaillé sur les conditions de travail des femmes en grande surface. Vous êtes accompagnée par Marie-Christine Liman, ancienne infirmière du travail et membre comme vous du GISCOP 84 qui travaille sur les cancers d'origine professionnelle. Je vais vous laisser la parole et j'espère que je n'ai pas oublié un titre à votre présentation. Ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de l'invisibilisation du travail, des travailleuses et des mots du travail dans ces activités de nettoyage, en prenant vraiment le relais par rapport à ce que vient de nous exposer. Ah, d'accord. Ça va comme ça ? Donc, juste que je regarde comment ça marche. Non, je ne sais pas faire marcher ça. Il faut appuyer sur quoi ? Ah. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Ah ouais. Voilà. Merci. Donc, très brièvement, le plan de ce que je vais présenter. Un travail invisible des risques ignorés à partir des données de la DARES. La démarche de recherche des GISCOP pour justement tenter de briser cette invisibilité des cancers professionnels avec une expertise des parcours professionnels pour identifier les expositions à des cancérogènes avérés. Et puis, je viendrai sur les inégalités de genre et la question du nettoyage.
Je me suis trompée de sens. Voilà. Un travail invisible, en fait, c'est un travail sous-traité, comme l'a dit François-Xavier Devater. Un travail sous-traité ou un travail invisible du point de vue de la fonction de nettoyage dans des entreprises. Pour tout ce qui est travail sous-traité, c'est à contrario des rythmes, et on l'a bien vu avec ce qui vient d'être présenté, et puis travail précaire à temps partiel, et c'est un travail éminemment confié aux femmes. La division du travail fait que c'est majoritairement les femmes qui sont concernées. Des risques ignorés. En fait, la DARES a un ensemble d'enquêtes qui permet quand même de pointer le risque chimique en particulier. Je vais m'arrêter sur celui-là. Et dans les métiers du nettoyage, c'est au moins 61%. Mais je dirais que c'est au moins parce que là, il y a une invisibilité sur laquelle d'ailleurs nous travaillons. Donc, les groupements d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, c'est en fait un groupement d'intérêt scientifique réunit un certain nombre d'institutions. C'est celle qui était sur la diapositive initiale, qui se mettent ensemble pour soutenir institutionnellement, scientifiquement et financièrement un programme de recherche sur quelque chose qui ne fait pas du tout partie des thématiques officielle, je dirais, de la recherche scientifique. Donc, depuis 2002, officiellement, en Seine-Saint-Denis, ce programme existe et sous la forme d'une enquête permanente auprès de patients atteints de cancer. Alors, pour la Seine-Saint-Denis, c'est les cancers respiratoires et les cancers urinaires. Nous travaillons avec des services hospitaliers et nous faisons la reconstitution des parcours professionnels systématiquement de tous les patients qui sont atteints de cancer primitif dans ces services. Donc, au fil du temps, c'est 1200 patients entre 2002 et 2023 pour lesquels nous avons des reconstitutions de parcours professionnels. Le GISCOP 84, c'est depuis 2017 et c'est plutôt les cancers hématologiques. Nous travaillons avec le CHA, le Centre hospitalier d'Avignon, et le service hospitalier sur les hémopathies cancéreuses. Donc, cette démarche, elle est partie du constat d'une triple invisibilité des cancers professionnels. L'ignorance toxique, malheureusement, il y a énormément de substances qui sont mises en milieu de travail et en production sans avoir été testées pour la toxicité. On évaluait dans les début des années 2000 à moins de 10% le nombre de substances qui sont évaluées en comprenant y compris les mélanges, je dirais. Et cette ignorance toxique, elle est plus forte pour les femmes que pour les hommes. Et je viendrai un peu sur les raisons de cette ignorance toxique pour les femmes. L'invisibilité physique, c'est que la plupart des cancérogènes ne sont pas perceptibles pour ceux qui les manipulent, les respirent. Une fibre d'amiante ne se voit pas. Le benzène est totalement inodore et de nombreuses substances toxiques n'ont aucune. Les rayonnements ne se perçoivent pas. Donc, l'invisibilité physique joue pour maintenir dans l'ignorance les travailleurs. Et j'aurai de multiples exemples, mais je ne vais pas prendre de temps pour ça. Et l'invisibilité sociale, c'est le fait qu'il n'y a pas de véritable traçabilité des expositions en milieu de travail. On ne connaît pas les expositions et il y a une invisibilité sociale, évidemment, par l'importante sous-déclaration des cancers professionnels, mais aussi d'autres maladies professionnelles qui pourraient alerter sur, justement, le risque de cancer. Alors, dans nos enquêtes, le cancer était appréhendé comme un événement sentinelle. Pour chaque patient, on considère que la maladie permet d'accéder en rétrospectif
aux expositions professionnelles qu'il a subies aux cancérogènes avérés, donc par rapport à une liste de cancérogènes. Donc il y a un premier temps qui est la reconstitution du parcours professionnel, un deuxième temps qui est l'expertise de ces parcours professionnels par des collectifs d'experts qui ont l'expérience des conditions de travail, de la toxicologie, de l'ergotoxicologie. Enfin, ce sont des collectifs très pluridisciplinaires qui permettent d'identifier les cancérogènes, et les résultats que je vais vous donner sont donc le résultat de cette expertise. Et puis, il y a une phase prospective qui est que ces collectifs d'experts se prononcent sur la possibilité ou non de faire une déclaration de maladie professionnelle pour le patient. Et ensuite, il y a un suivi de la reconnaissance pour analyser les obstacles au sein même du processus de déclaration-reconnaissance. Donc, c'est une recherche-action avec ce que je viens d'évoquer. Du point de vue un peu structurel, les grandes tendances que nous retrouvons dans ces deux enquêtes qui concernent maintenant environ 1600 patients au total, c'est qu'on est massivement avec des patients dont les parcours sont marqués par la précarisation sociale de l'emploi, du travail et de la santé. Ce qui montre que les risques d'exposition à des cancérogènes sont massivement sur ces publics. Une fréquence du travail ouvrier sous-traité avec les fonctions maintenance, nettoyage, gestion des déchets. Une fréquence de l'exposition aux cancérogènes dans l'activité de travail. Dans nos enquêtes, nous avons plus de 85% des patients de ces services qui ont été exposés et massivement exposés à des cancérogènes, avec une prédominance de la polyexposition, c'est-à-dire c'est pas un cancérogène, c'est jusqu'à 10-15 cancérogènes au cours d'un parcours professionnel. Alors, j'ai choisi de focaliser les résultats sur ce qui se passe dans le Vaucluse, parce que c'est les résultats les plus récents que nous ayons. Et on a des résultats par sexe qui permettent de voir justement comment se construit l'invisibilisation des cancers professionnels chez les femmes. Donc, très rapidement, les parcours, les patients inclus, c'est tous les patients dans la file active du service. Les parcours, c'est ceux qu'on a pu expertiser, c'est-à-dire 318 sur 555. L'écart est lié souvent à la gravité de la maladie qui rend impossible l'entretien avec le malade. Donc 188 hommes et 130 femmes, ce qui veut dire un sexe ratio de 1,5 environ. Là-dessus, on a 85% d'exposés, moins que ça chez les femmes. On n'a pas mis cette ligne-là, mais elle est importante parce que c'est là où on voit que chez les femmes, il y a beaucoup moins de connaissances des risques toxiques, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'épidémiologie. Je dirais qu'il y a une extrapolation de l'épidémiologie sur les hommes vers les femmes, mais sur des métiers comme le nettoyage, par exemple, il n'y a aucune étude nettoyage cancer. Donc, de ce fait-là, et là il y a des études scientifiques qui ont été faites au Canada, en France, pour montrer qu'il y a un déficit énorme de connaissances épidémiologiques et toxicologiques sur les métiers féminins. Ensuite, donc, à partir de la connaissance des expositions, quelle orientation vers la déclaration de maladie professionnelle? On voit que pour les hommes, c'est 126 sur 188 et pour les femmes, 38 sur 130. Donc déjà, il y a 3 fois plus en proportion d'hommes pour lesquels les experts considèrent que la déclaration de maladie professionnelle est possible et 3 fois moins pour les femmes. Ensuite, l'engagement dans la déclaration, on voit que les femmes
hésitent beaucoup plus à s'engager, malheureusement. Et en reconnaissance, on a encore un déficit supplémentaire qui fait que le sex ratio arrive à 11,5 en termes de reconnaissance. En fait, si on reprend ce que ça signifie, les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes places dans la division sociale du travail. C'est un peu tout ce que montrent nos 3 présentations d'ailleurs. Il y a une invisibilisation des risques cancérogènes et une invisibilité des cancers professionnels. Et il y a un énorme angle mort qui est le nettoyage, pour lesquels, là, pour le coup, on est presque à 90% sur une population féminine. Donc, c'est ce qui a motivé la création du groupe de travail nettoyage au GISCOP 84, avec des experts et des membres de l'équipe, pour rechercher les expositions cancérogènes, c'est-à-dire faire une veille documentaire, analyse de produits, et puis revenir sur la connaissance des parcours travail et d'exposition pour essayer de briser cet angle mort. Sur les substances, je dirais que la première démarche qui a été faite sur 18 mois, 2 ans, montre la présence de ces 7 cancérogènes qui ne sont pas des cancérogènes exceptionnels. Le formaldéhyde, c'est un des produits les plus utilisés dans le nettoyage. Et il a été interdit en 2013, mais remplacé par des produits qui contiennent des libérateurs de formaldéhyde. Donc ça veut dire que même si l'exposition a beaucoup diminué, elle reste présente. Or, un cancérogène, c'est une substance avec absence de seuil de toxicité. Donc le formaldéhyde est là, et dans des situations de co- ou polyexposition, évidemment, la présence du formaldéhyde joue certainement un rôle dans la possibilité des cancers. Ensuite, alors je ne vais pas tous les détailler, je voudrais m'attarder sur 2 autres. La silice, qui est très présente dans l'Ajax, le CIF et un certain nombre d'autres produits pour lesquels il y aurait d'ailleurs là aussi des substituts possibles. La silice est sur le tableau 25 et c'est un des polluants les plus connus depuis peut-être 2 siècles. Et puis l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène est utilisé dans la stérilisation, beaucoup en milieu hospitalier, mais aussi dans d'autres milieux. Et je pense à une entreprise d'Annonay qui a stérilisé pendant des années. Et le nettoyage était évidemment concerné par la pollution extensive dans cette entreprise. Par exemple, je prends cet exemple-là, une entreprise qui s'appelle Tetra Medical, où le nettoyage était fait dans des lieux où étaient entreposés les objets stérilisés pour un dégazage. En fait, ça s'appelle une désorption. Mais on a, y compris chez les personnels de nettoyage, les femmes, des cancers. Et on va tenter, évidemment, de les faire reconnaître en maladie professionnelle. Donc, rien que sur ces 3 cancérogènes, on est sur une situation très préoccupante du point de vue de l'exposition ignorée des travailleuses du nettoyage. Alors, la connaissance des activités de travail et d'exposition, il y a en plus les conditions réelles de travail dans le nettoyage avec la multiplicité des produits utilisés, donc des mélanges, donc des effets de synergie probables, l'utilisation de produits interdits dans le ménage à domicile, des activités de travail exposantes, c'est-à-dire des postures. Et à travers la démarche d'ergotoxicologie, on sait que les postures, la respiration, les contacts cutanés vont accroître la possibilité d'exposition. Et puis le travail en milieu confiné. Et sur les co-expositions et expositions successives, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien sûr les produits de nettoyage, mais il y a aussi les surfaces nettoyées. Et là, je voulais attirer l'attention sur l'amiante. On a une situation catastrophique du point de vue de l'exposition des travailleuses du nettoyage à l'amiante à travers les sols amiantés qui s'appellent le dalami.
qu'on trouve dans beaucoup de locaux publics, y compris des écoles, des hôpitaux, etc. Et il y a une technique de nettoyage qui s'appelle l'usage des monobrosses, qui fait que ça remet en suspension des fibres d'amiante. Or, dans ce cas-là, les nettoyeuses devraient être équipées avec les équipements utilisés dans tout ce qui est chantier de désamiantage. Et malheureusement, nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent que la DGT se prononce là-dessus. Il y a une recommandation de la CNAM qui est plus ou moins sur cet aspect-là, mais on devrait avoir une interdiction des monobrosses, et je le dis fort parce que je pense que si votre groupe de travail, votre commission peut s'exprimer là-dessus, ça nous aiderait, nous, au niveau des chercheurs en santé publique, quand nous donnons ce type de préconisation. En conclusion, nos démarches montrent une identité de problème qu'on pourrait certainement décliner sur toutes les régions de France, malheureusement. Donc il y a urgence à briser l'invisibilité du rôle du travail et de la division sociale et sexuelle du travail dans l'épidémie de cancer. Il faut agir sur les causes du non-recours au droit à la réparation, parce que ça, vraiment, il y a une situation très, très préoccupante, parce que les femmes, ignorant les risques, sont beaucoup plus frileuses, même quand on essaye de les convaincre qu'il y a des risques. Elles sont tellement convaincues qu'il n'y en a pas, parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'on les met dans une situation de danger aussi grave, qu'elles ne font pas la démarche de déclaration, même quand elles y ont droit. Et puis la prévention est un domaine vierge jusqu'à présent, alors que s'il y a un domaine où la substitution est possible, c'est le nettoyage. On a ce que disait Marie-Christine souvent, il y a le savon noir, il y a tous les produits de substitution non toxiques qui existent et qui pourraient être vraiment utilisés. Il y a cette interdiction aussi des monobrosses dans le nettoyage des sols amiantés, et malheureusement on en a encore pour longtemps parce qu'il y en a partout. Il y a eu 80 kilos d'amiante par habitant importés en France et on en a peut-être enlevé un 10e, donc vous voyez ce qui reste. Donc il y a un problème d'information, de formation, et il y a aussi la nécessité d'alerter les acteurs de prévention. C'est ce que nous essayons de faire au travers des institutions avec lesquelles, qui sont membres des 2 GIS, dont la DGT, les DRETS, les inspecteurs du travail, la CARSAT et les services de santé au travail, mais aussi en premier lieu les CSE, les syndicalistes, parce que sur les lieux de travail, et les syndicalistes et donneurs d'ordre, c'est très important, il faut qu'ils aient cette information sur les dangers cancérogènes du nettoyage. Et puis, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est le droit au suivi pour les personnes exposées aux cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, en activité, et le suivi post-professionnel. Et malheureusement, ces suivis, que ce soit en activité ou en post-professionnel, ne sont pas mis en œuvre. Madame Thébault-Moni, vous avez parlé des appareils monobrosses. Alors ça m'a interpellée parce qu'il est vrai que dans beaucoup de collectivités et d'entreprises, aujourd'hui, pratiquement tout le ménage est fait avec les monobrosses. Je dirais aussi par l'influence des commerciaux. Et puis, enfin, c'est pas négligeable non plus, les entreprises commerciales. Et puis parce que peut-être qu'au départ, les personnes qui font l'entretien ont vécu ça comme un soulagement, comme un apport, je dis pas que c'est le cas, hein, mais comme rendant leur travail peut-être plus technique. Et donc une certaine valorisation entre guillemets de ces métiers. Moi, je suis très étonnée. Je découvre que ça fait remonter des sols l'amiante, et je dirais que ça devrait nous interpeller. Que les sols avec amiante. Oui, que les sols avec amiante, oui. Mais par le biais des monobrosses, ça remonte. Et vous avez parlé, notamment dans les écoles, qu'il y en avait beaucoup aussi de ces sols-là. Je suis quand même
assez étonnée que ça n'ait pas plus interpellé, alors qu'on a quand même les enfants. Enfin voilà, on a beaucoup de personnes qui fréquentent nos écoles. Donc c'était par rapport à la monobrosse. Et vous l'avez évoqué très rapidement, mais sinon peu l'ont évoqué, les EPI. On n'a pas parlé des EPI. Est-ce que c'est justement par rapport à la négligence du travail effectué par ces femmes qu'on ne leur propose pas des EPI? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation pour expliquer en quoi ça peut les prévenir de toutes ces maladies? Vous avez parlé, on a parlé de l'amiante. Quand on regarde les métiers dans le bâtiment, on a vu que pour que la reconnaissance de l'amiante, notamment pour les peintres en bâtiment, etc., soit reconnue, tous ces métiers-là, ça a mis des décennies. J'espère que ça n'en mettra pas autant par rapport aux produits qui sont aujourd'hui utilisés. Et puis, Monsieur Boulanger, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'études concernant la baisse significative de la prévalence des TMS. Alors moi, j'aimerais avoir des précisions parce que vous avez évoqué le fait que c'était limité dans la mesure où elles avaient aujourd'hui plus un rôle de surveillance, puisqu'on avait de plus en plus de caisses dites automatiques. Mais alors pour le coup, je me dis, dans ces conditions-là, on a aussi moins de femmes, de salariés qui sont sur les caisses, les caisses historiques, on va dire. Et pour le coup, est-ce que ça ne contrarie pas votre étude? Dans la mesure où si vous avez moins de femmes qui sont dans ces métiers répétitifs, comment vous faites la part des choses entre la baisse, parce qu'on le sait, ça a eu des conséquences quand même sur la baisse du recrutement, et puis vraiment l'impact de ces caisses automatiques. C'est tout. Merci. Laurence, oui. Les exposés sont très clairs et assez exhaustifs. Je retiens juste une chose pour moi très intéressante, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'épidémiologie. C'est Madame Thébault-Moni qui l'a évoqué tout à l'heure, je crois. Il n'y a pas d'épidémiologie sur les substances chimiques utilisées dans les métiers à dominante féminine. Et on travaille uniquement par extrapolation à partir des métiers masculins. Et c'est tellement comparable avec ce qui se passe de manière générale en termes de santé. Voilà, on trouve la même chose. En fait, c'est une espèce de permanence qu'il faudra, à mon sens, noter dans notre rapport. C'est-à-dire que c'est, pardonnez-moi l'expression, toute la santé publique, la santé est phallocentrée, quoi. Voilà. Voilà. Et on travaille que par extrapolation. Ça, je trouve ça assez intéressant. J'aurais, à vrai dire, pas pensé. Et juste une question, peut-être c'est à la marge, mais quand même. Bien sûr, les substances cancérogènes sont celles dont on connaît pas le niveau dont on n'a pas de seuil d'exposition, si j'ai bien compris. Voilà. Et sur toutes les substances du nettoyage dont vous parlez, est-ce qu'il y a une étude qui est faite sur les mères au foyer, les femmes au foyer? Vous savez, les femmes qui nettoient toute la journée à la maison, parce que ça concerne, si ce n'est la santé professionnelle des femmes, ça concerne aussi quand même la santé des femmes. Juste, voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Peut-être que les femmes au foyer ne nettoient peut-être pas toute la journée quand même. Elles ont sûrement d'autres occupations très intéressantes. Donc je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez pour répondre à nos collègues rapporteurs. Madame Thébault-Moni, ensuite Monsieur François-Xavier Devetter, et si Monsieur Guillaume Boulanger souhaite compléter, il le fera. Merci. D'accord. Alors, sur les monobrosses, en fait, il y a un problème préalable qui est malheureusement, là aussi, pas suffisamment évoqué. C'est le problème de l'évaluation des risques et du repérage de l'amiante avant travaux. Le diagnostic technique amiante a été instauré en 1996. Il devrait être à disposition de toute personne qui veut savoir ce qu'il y a comme sol, où est-ce qu'il y a de l'amiante dans le bâtiment, parce qu'il y a par exemple 85% des écoles pour lesquelles on pense qu'elles sont encore amiantées, quel que soit le niveau d'enseignement. Donc, le DTA
devrait être à disposition et en fait ce DTA devrait conditionner ensuite toute démarche de travaux, quel qu'il soit, y compris le nettoyage bien sûr. Et donc quand on sait qu'il y a du dalami quelque part, il y a une deuxième démarche qui est le repérage de l'amiante avant travaux. C'est quelque chose qui a été introduit en 2012 et la même chose pour le nettoyage, c'est comme si ça n'existait pas. Et il y a un troisième niveau, c'est que lorsqu'il y a une situation de sous-traitance, il doit y avoir un plan de prévention établi entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Le sous-traitant n'est pas censé forcément savoir qu'il travaille sur du dalami. C'est donc dans le cadre du plan de prévention que ça devrait être évoqué avec quels sont les équipements de protection nécessaires pour éviter l'exposition à l'amiante. Ça, c'est, je dirais, l'architecture de la prévention. Eh bien, demander à une femme de ménage qui se retrouve dans une école ou dans un hôpital où il y a du dalami, mais c'est du chinois pour elle. Elle ne sait même pas que ça existe, tout ça. Elle ne sait même pas qu'il y a de l'amiante dans le sol. Donc, ensuite, la question sur les EPI, moi je vais la diviser en deux. Sur l'amiante, il est évident que pour ce secteur-là, il devrait y avoir équipement à partir du moment où on utilise des monobrosses. C'est tout. Si on veut utiliser des monobrosses, ce que je ne trouve pas une bonne idée d'ailleurs, très franchement, à partir du moment où on sait qu'il y a de l'amiante, il ne faut pas les utiliser, c'est tout. Parce que là, on met en suspension un nuage de fibres absolument invisibles, mais extrêmement nocives, parce qu'en plus, elles sont fraîchement émises. Donc, elles sont encore plus réactives du point de vue de leur toxicité. Donc, les équipements devraient automatiquement être mis à disposition avec les conditions du port de l'équipement, c'est-à-dire que ces équipements sont très fatigants. Il y a des dispositions même sur le temps pendant lequel les travailleurs portent cet équipement. La question des pauses. Ensuite, il y a la question des vestiaires, etc. Donc, on devrait être dans le cas de figure d'un chantier amianté. C'est tout. Bon, après, il y a la question des EPI pour tout ce qui est les substances toxiques que j'ai évoquées. Et là, je vais laisser Marie-Christine, qui a beaucoup d'expérience par rapport à ça, expliquer comment, en fait, ça se passe dans la réalité pour les nettoyeuses. Et puis, elle répondra aussi sur les femmes de ménage, les femmes au foyer. Oui, bonjour. Pour ce qui est des EPI, moi, j'aimerais qu'on remonte un peu en amont avec les principes généraux de prévention du Code du travail. Les EPI ne devraient intervenir qu'en fin de liste. Et d'abord, il faudrait tout faire pour la substitution. C'est quand même le principe le plus important. On a à notre disposition des produits non dangereux. Ce serait quand même dommage de continuer d'utiliser des produits qui sont allergisants, irritants, on ne l'a pas évoqué, et cancérogènes. Mais ces produits irritants et allergisants vont bombarder, vont agresser régulièrement le système immunitaire et donc peuvent favoriser le développement d'un cancer. Ces produits irritants et allergisants, dans les produits de ménage, ce sont des colorants pour faire joli et des parfums pour sentir bon. Le savon noir ne présente pas ces inconvénients. Le vinaigre blanc, on aère un peu et on chasse l'odeur. Le bicarbonate de soude, le nettoyage à la vapeur, tout ça, ce sont des techniques, des procédés et des produits non dangereux. On s'est malheureusement fait avoir depuis des décennies par les fabricants de lessive qui ont voulu nous vendre de belles choses. Mais malheureusement, et là je rejoins, vous dites les femmes au foyer, et je dirais plus largement les consommatrices, nous achetons en supermarché ou en droguerie des produits, donc on se dit c'est en vente libre, donc c'est pas dangereux. Donc première représentation à combattre.
Ensuite, il y a la question des représentations, par exemple des personnes âgées qui vont exiger de l'aide à domicile qu'elles utilisent de l'eau de Javel alors que ça leur est interdit. Parce que voilà, les gens âgés ont une représentation de la Javel, produit miracle contre tous les méchants microbes. Donc ça veut dire former l'aide à domicile pour qu'elle puisse argumenter auprès de la personne âgée en disant non, je n'ai pas le droit d'utiliser l'eau de Javel pour telle et telle raison. Mais ça veut dire aussi que le service d'aide à domicile va porter ce message de prévention, de sensibilisation et d'information aussi directement auprès des bénéficiaires lorsqu'ils se montrent très réticents, de manière à ce que l'aide à domicile ne soit pas seule face à un bénéficiaire qui lui a mis la bouteille d'eau de Javel sous l'évier. Les travailleuses, les consommatrices, les femmes au foyer, donc on est tous confrontés à cette même difficulté. Et quand on achète un produit en supermarché, eh bien, si on n'est pas toxicologue, on ne sait pas que le 2-bromo-2-nitropropane 1,3-diol est cancérigène. Donc, il y a l'étiquetage, il y a la lecture de l'étiquette, des fois elle n'est même pas lisible. Et puis, il y a aussi l'absence de la mention d'un produit cancérigène. Parce que dans la réglementation, quelqu'un a décrété que si c'était présent à moins de 5%, on ne le notait pas sur l'étiquette. Alors, nouvelle fausse représentation, parce que ça laisse entendre que si c'est à 4%, c'est pas dangereux, donc on ne le note pas. Et si c'est à 6%, c'est dangereux, alors on le note. Alors que ce 5% ne repose sur aucune donnée scientifique, et que donc on invisibilise une information importante sur un produit potentiellement cancérogène. Donc on est confronté à tout ce faisceau d'invisibilisation qui fait que nous sommes démunis, et c'est une raison pour laquelle les femmes ne se sentent pas légitimes à faire une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. Voilà, j'ai utilisé du CIF en poudre, j'ai utilisé des berlingots de Minimir. Ah, c'était pas dangereux. Eh bien, peut-être bien que si. Donc, on travaille sur les compositions des produits disponibles actuellement, mais on a des difficultés à retrouver les informations sur la composition des produits des années 80, 90, 2000, voilà. Pour ce qui est des EPI, encore faut-il qu'ils soient fournis, adaptés et portés. Porter, là encore, ça renvoie à la formation des personnels du nettoyage. Ça renvoie adapté au choix des entreprises. Vous pouvez avoir des gants qui sont commandés seulement dans la grande taille. Comme ça ira à tout le monde. Non, quand vous avez une petite main, le gant il va pendouiller, ça va vous énerver, il va tomber dans le seau et vous n'allez pas le porter. Vous avez des aides à domicile qui n'ont pas accès aux boîtes de gants le week-end parce que le week-end, leur siège social est fermé. Donc, il peut arriver que le samedi, elles aillent s'acheter elles-mêmes une boîte de gants en urgence, en dépannage. Et puis, adaptés, on vous fournit des gants, mais sont-ils vraiment adaptés? Est-ce qu'ils sont poreux? Est-ce que le produit va passer à travers le gant? Est-ce que le gant est trop court et le produit va se faufiler entre le gant et la peau? Voilà, c'est toutes ces questions. La cadence aussi, voilà. Est-ce qu'on peut se changer quand... Bien sûr. Il y a plusieurs chantiers, il y a plusieurs bénéficiaires. Est-ce qu'on peut se changer des pieds à la tête quand on sort de chez Monsieur Martin pour aller chez Madame Dupont? C'est toutes ces questions-là qui sont à travailler. Donc retenons bien le grand principe de la substitution, parce qu'après on descend dans le détail et on se retrouve confronté à beaucoup de problèmes. La substitution, c'est important. Rappelez aux employeurs leurs obligations. Ils ont obligation en matière de santé et sécurité au travail. Ils ont obligation de moyens et de résultats. Or, s'il y a des cancers, c'est que le résultat n'a pas été atteint. Merci beaucoup. Pardon. Juste un point sur les tableaux de maladies professionnelles. Ils ont été pensés au masculin. Les mines, la chimie, le bâtiment, travaux publics. Il faut penser maintenant les tableaux de maladies professionnelles au féminin, l'hôpital, la propreté, etc. etc. Merci beaucoup, Madame Liman. Monsieur François-Xavier Deveter. Oui, rapidement, un mot d'abord pour insister sur ce qu'a dit Madame Liman. Il faut rappeler aux employeurs leurs obligations, et pour ça, il faut qu'il y ait des employeurs, pas uniquement sur le plan formel, mais
mais qui soit présent. Et c'est vrai que la sous-traitance fait disparaître l'employeur, et c'est vrai que le particulier employeur, moi j'ai pas évoqué la partie domicile, mais il y aurait beaucoup à dire et évidemment de ce côté-là également. Et là, pour le coup, le système du particulier employeur est une négation tout simplement de l'idée même d'un employeur responsable le plus souvent. Il n'y a pas de CHSCT derrière, il n'y a pas de CE derrière, il n'y a pas de collectif de travail, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Donc c'est forcément des suivis à la fois médicaux, de sécurité, etc. qui sont plus que défaillants. Résultat, très souvent, les choses sont renvoyées à la responsabilité individuelle, à la prise de conscience de la salariée elle-même. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel on peut insister, parce que ça concerne à la fois les EPI et la façon dont on les met ou on ne les met pas. Ça concerne également les formations ou la prise de conscience que l'on a de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas. Et il est évident qu'il y a la première étape, c'est cette prise de conscience individuelle, sauf que renvoyer au niveau individuel me semble un peu décalé, dans le sens où on sait très bien que cette prise de conscience individuelle est extrêmement dépendante du contexte organisationnel dans lequel le travail est effectué. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas par soi-même. On sait parce qu'on a eu une formation, on sait parce qu'on a des collègues de travail, on sait parce qu'on a un accompagnement, un encadrement, etc., etc. Donc encore une fois, les situations de sous-traitance, d'emploi direct, sont des situations qui, par nature, par leur mode organisationnel eux-mêmes, nient ces possibilités-là. Je prendrai juste un exemple qui se décale un petit peu, mais quand même, celui des assistantes maternelles, dont vous avez peut-être parlé à d'autres moments, et un élément qui est intéressant, parce que aussi ça montre les leviers éventuels de transformation possible, ou que tout n'est pas perdu d'avance. Les assistantes maternelles, en 2005, dans l'enquête conditions de travail, déclarent extrêmement majoritairement ne pas porter de charges lourdes quand les auxiliaires de puériculture portent des charges lourdes. Alors, comme moi je suis économiste, j'en ai déduit que les enfants gardés à la crèche étaient beaucoup plus lourds que les autres. Puis en fait en 2013 et 2019, cet écart se réduit considérablement. C'est-à-dire que la prise de conscience du fait qu'un enfant, aussi merveilleux soit-il, puisse être lourd, 15, 16, 20 kilos, même avant 3 ans, est venue progressivement. Le contexte de travail a permis, et l'accompagnement de la CARSAT, des syndicats, des particuliers employeurs aussi, sur ce plan-là, ont permis de prendre conscience d'une pénibilité qui n'était pas vécue auparavant. Et sur les questions de nettoyage et de produits chimiques, toxiques, etc., c'est également extrêmement important. Un dernier point sur les EPI, c'est aussi un support d'économie pour les entreprises. Il n'y a pas de petit profit en quelque sorte là-dessus, donc c'est une des marges sur lesquelles on peut récupérer un petit peu. Sur la monobrosse, il y a un paradoxe. On voit très bien qu'elle est fortement utilisée. Normalement, la monobrosse, dans la classification de la branche, c'est automatiquement un passage en AS2. Et les AS2, statistiquement, sont pas majoritaires, très loin de là. C'est donc l'usage et la reconnaissance de son usage, en fait, est très décalé, parce que ça a des implications, normalement, en termes de coûts, qui devraient aussi être répercutés sur les donneurs d'ordre derrière. Voilà, juste du coup, peut-être rappeler un tout dernier point, c'est que ces effets de coûts, il y a des enjeux économiques là derrière extrêmement importants, mais on voit bien aussi à travers tout ce que l'on a pu dire les uns et les autres là, qu'il y a des coûts publics, qui sont reportés sur les finances publiques de manière majeure, les coûts des inaptitudes, le coût sur l'assurance santé, sur l'assurance maladie, etc., qui ne sont pas intégrés dans les calculs lorsque une décision d'externalisation, par exemple, est faite. On oublie qu'au final, c'est bien derrière la collectivité publique qui récupérera la dépense. Merci. Madame Annie Thébault-Moni souhaitait redire un petit mot, et après je vous laisse conclure, monsieur. Juste pour dire, par rapport à la question des coûts, que tous les cancers professionnels qui ne sont pas reconnus sont portés au compte du régime général et de l'assurance maladie, et pas à la charge des employeurs. Or, il y a moins de 0,5% de tous les cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle.